Bonsoir Marie-Pascale Rémy. Bonsoir Isabelle. Je suis très contente de te retrouver pour une discussion fantastique sur l'un des plus beaux travails personnels intérieurs qui soit. Mais avant d'en dire plus, j'aimerais juste te présenter quelques secondes. Tu es une voyageuse de l'âme. Tu as exploré les traditions des terres de l'Orient avec la non-dualité du bouddhisme, les méditations, les contemplations à l'Occident, où tu as récolté les enseignements des pères de l'Église, les visions des mystiques du Moyen Âge, les secrets du tarot de Marseille, pour finalement jeter l'ancre dans l'une des plus belles baies du monde, peut-être l'anthroposophie et les enseignements de Rudolf Steiner. Tu as également fait une expérience de mort imminente. Une expérience de mort imminente, c'est juste? Ouais. Oui, oui, c'est ça. Qui, dis-tu, a radicalement changé ta vie. Tu as donné plus de 400 conférences et séminaires dans le monde francophone sur des thèmes aussi variés que l'enfant intérieur, les anges, l'ange gardien, l'archange Saint-Michel, le féminin sacré, les grandes fêtes spirituelles, la fausse bonté ou la tyrannie du bien et le passage à la mort. En t'écoutant, on a presque envie d'aller guigner ce qui se passe de l'autre côté. Bref, on retrouve tes livres également sur ton site. Tu as écrit plusieurs livres sur ces thématiques qu'on trouve sur ton site mariepascalremy.com. Et puis, l'un de tes points forts, un de plus, c'est le sujet que nous allons aborder ce soir, qui est au fond le contenu d'un atelier fascinant que nous allons proposer ensemble dès septembre, organisé par Planète Vagabonde et Planète Positive. Il s'agira de découvrir l'histoire de notre légende personnelle, parce qu'en effet, il y a des rendez-vous avec soi qu'on ne peut pas manquer. Du fond de son cœur, chacun se demande parfois, est-ce que j'ai une destinée? Est-ce que j'ai une mission sur la Terre? Est-ce qu'il y a un fil rouge qui guide toutes les expériences de ma vie? Est-ce que l'existence humaine a un sens? Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Et puis si oui, si j'ai une mission, laquelle est-elle? Voilà, à travers l'étude de notre parcours terrestre que tu vas contribuer à mettre en lumière, à travers l'étude des mouvements du monde, des grands événements d'actualité collectifs et des dates clés de l'histoire autour du jour de notre naissance en particulier, nous pouvons comprendre, dis-tu, nous pouvons comprendre d'où nous venons, par quel passage à travers les étoiles nous sommes arrivés sur Terre, quelle est notre mission de vie et comment nous préparer en conscience à notre prochaine incarnation. Rien que ça. Voilà, alors cette grande aventure, elle se passera avec toi. Cela s'appelle le travail biographique selon les enseignements de Rudolf Steiner ou, en trois mots, comment réaliser son chef-d'œuvre par l'initiation autobiographique. Est-ce que déjà tu as envie de rebondir sur cette introduction? Eh bien, c'était une introduction fort riche. Il y a beaucoup d'infos dans cette introduction. En fait, on appelle ça le travail sur la biographie. Biographie, ça veut dire bio, c'est la vie. Graphie, c'est l'écriture de sa vie. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, Steiner l'appelle d'ailleurs la biosophie, sagesse de la vie. Mais c'est vrai que dans cet atelier, on écrit quand même ce que l'on fait parce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de concret quand même quand on étudie sa vie. C'est important de l'écrire. Alors, ce n'est pas la biographie telle qu'elle est habituellement vendue, je dirais, sur le marché, parce qu'il y a beaucoup d'études biographiques qui sont faites, hein. Là, c'est plus quelque chose de beaucoup plus spirituel, qui part vraiment de la naissance jusqu'à la mort et qui est échelonné par cycle, par rythme. Et donc, ce travail sur la biosophie ou la biographie de Rudolf Steiner, il n'est pas très connu du grand public, hein.
Il est apparu au début dans les pays du nord de l'Europe, il y a à peu près une quarantaine d'années, donc c'est quand même relativement récent par rapport à l'histoire de l'humanité. Et c'est un travail qui reste encore relativement confidentiel, même s'il a inspiré de très nombreux auteurs, comme par exemple Omrav Mikhail Aïvanov, s'est inspiré aussi de ce travail de la biographie. Et puis, Aïvanov était un contemporain de Rudolf Steiner. Il était né en 1900 et il est mort en 1986. Et puis, il y a des auteurs beaucoup plus contemporains aussi qui ont parlé de cette biographie, qui s'appelle par exemple Patrick Burensteinas. Je ne Oui, sais un pas si je prononce alchimiste français. Mm. ça. En fait, le sujet, il est tellement vaste qu'on peut le traiter de mille façons, on peut l'aborder de mille façons. Et dans le futur, ça sera certainement utilisé pour un cheminement spirituel. Parce qu'en fait, c'est un sujet à part entière, c'est une méditation sur sa propre vie. Et donc, ça permet vraiment de vraiment se connaître et ça permet aussi d'aborder la connaissance spirituelle à travers sa propre vie. Donc, faire de sa vie un sujet de méditation, c'est effectivement un vaste programme. Donc voilà, je pense que c'est important. Donc, l'étude des cycles, on fait en fait une étude parce qu'en fait, quand les gens veulent faire leur biographie, ils ne savent pas trop par quel bout commencer, ce qui paraît normal parce que c'est compliqué, c'est pas quelque chose qui est cadré. Alors, en fait, Rudolf Steiner a proposé de faire cette étude de sa propre vie à travers les cycles de la vie humaine. Il dit que de façon cachée, notre existence, elle est portée par des rythmes. On n'en a pas toujours conscience, bien qu'on le sait plus ou moins. Il parle du rythme de 7 ans, il parle du rythme de 9 ans, il parle du rythme de 18 ans, il parle du rythme de 29 ans. Et en fait, par ces rythmes, on peut vraiment dynamiser sa vie, la rendre vivante, en faire comme un mouvement. Et quand on la comprend en termes de cycle, notre vie se met à bouger. On comprend parce il y a des miroirs, il y a des reflets, il y a des choses qui font qu'on comprend mieux en fait sa vie, ce qui nous arrive. Et donc, ça nous permet de faire des liens et non seulement avec notre propre vie, mais aussi avec les autres et avec aussi ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Parce que tu apportes, je trouve en tout cas de très original et de complémentaire finalement à l'approche steinérienne, c'est que tu nous permets de parcourir notre vécu, notre histoire, en analysant ce parcours sous plusieurs angles. Il y a l'angle astrologique, l'angle géopolitique, c'est-à-dire quels ont été les grands événements historiques autour de notre date de naissance qui influeraient la direction donnée à notre existence. Il y a un angle spirituel, bien sûr, un angle psychologique. Est-ce que j'ai oublié Et un... tu as oublié la psychogénéalogie aussi. Et là, voilà, tout à fait, absolument. Ça, c'est plus ta spécialité que la mienne, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on doit aussi étudier ses ancêtres, on doit aussi faire quand même une recherche psychogénéalogique, comme aussi on doit faire une recherche sur son prénom, puisque le prénom, ce n'est pas du tout un hasard le prénom que l'on a. Donc c'est important d'essayer de rechercher l'étymologie de son prénom, le sens de son prénom, parce qu'en fait, on raconte, enfin en tout cas dans le milieu spirituel, on raconte que c'est l'ange qui souffle à la maman ou à la famille le prénom de l'enfant. Et donc, les parents pensent toujours que c'est par hasard s'ils ont choisi ce prénom ou c'est parce que c'était le prénom de l'oncle, de la tante, du grand-père ou de la grand-mère, peu importe. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard et que le prénom que l'on porte a une très importante, est très important en fait par rapport au déroulé de notre vie. On ne s'appelle pas par ce prénom par hasard. Ce sera une Mhm. erreur de croire ça. Donc, non seulement il faut étudier son prénom, mais il faut aussi étudier les événements qu'il y a eu au moment de sa naissance. Ça veut dire au moins, c'est-à-dire c'était avant de s'incarner. Et si vous voulez, l'âme, elle attend de s'incarner. Elle reste assez longtemps quand même dans la sphère de la Lune. La sphère de la Lune, c'est la sphère qui est tout de suite autour de la Terre. Et c'est là que les petits bébés attendent de pouvoir naître. Hein. Donc, ils peuvent rester assez longtemps parce que ça dépend. Quelquefois, c'est long. Les parents mettent du temps à se rencontrer, ils mettent du temps à se décider. Donc, quelquefois, l'enfant attend un petit peu, un peu longtemps de pouvoir, enfin, l'enfant, l'être, parce que c'est pas un enfant en l'occurrence, mais l'être attend de s'incarner. Et donc, pendant ce temps, il y a aussi des gens qui meurent.
Et donc, c'est dans la sphère de la Lune que ceux qui attendent de naître et ceux qui viennent de mourir se rencontrent, ils se croisent. Donc, ça veut dire que, par exemple, les 10 ans qui ont précédé notre naissance, mais quelquefois plus, mais enfin bon, on va prendre 10 ans comme moyenne, eh bien, il faut observer les gens qui sont morts à ce moment-là, parce que ça veut dire que on les a croisés forcément dans la sphère de la Lune, et donc forcément, on a récolté un peu de leur expérience de vie. Enfin, surtout si c'est des gens qui ont marqué l'humanité, hein. Je ne parle pas du kidam qui n'a rien fait, je parle des gens importants. Donc forcément, si on parle d'eux dans les médias, ça veut dire quand même qu'ils ont marqué l'humanité. Il faut justement faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui est mort dans les 10 ans qui ont précédé notre naissance et même faire une recherche assez poussée parce que il y a forcément des choses que l'on a ingérées en nous qui concernent ces personnages. Alors ça peut être aussi bien scientifique, artistique, dans tous les domaines, hein, donc voilà. Mm. Quand tu parles de la sphère de la Lune, est-ce que tu parles du monde astral? Oui, c'est le monde astral, oui, c'est le monde éthérique astral, bien sûr, Ah. qui est juste autour de la Terre, qui est le monde le plus proche de la Terre, qui est un monde assez vaste, hein, puisqu'en fait, il recouvre trois sphères, hein, qui sont la sphère de la Lune, la sphère de Mercure et la sphère de Vénus. Donc c'est tout le monde astral qui précède ce qu'on appelle la sphère du Soleil, qui est le royaume des cieux. Donc cette sphère-là, on passe quand même pas mal de temps, hein. Quelquefois, ça peut être même assez long, puisque c'est toutes les âmes qui arrivent là, qui attendent de se réincarner. Voilà. Donc, Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, chère Marie-Pascale, j'aimerais donner un tout petit exemple assez concret pour nos auditeurs, afin qu'ils puissent mesurer combien un événement qui advient autour de notre naissance peut avoir une influence tout au long de leur existence. Et j'aimerais prendre mon propre exemple. Grâce à toi et ce travail autobiographique qui est que j'entreprends avec toi, j'ai compris pourquoi, depuis toujours, je suis une journaliste en quête de vérité. J'ai besoin de démonter les mensonges, de mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre du flou, du conditionnement des esprits humains. J'ai besoin de mettre en lumière la corruption, les injustices, le mensonge collectif, etc., etc. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et grâce à toi, j'ai découvert très récemment que en étant né à Washington, D.C., donc dans la capitale des États, la capitale administrative des États-Unis, en étant née à Washington en 1966. J'ai été regarder qu'est-ce qui s'est passé d'important cette année-là à Washington. Qu'est-ce que je découvre? Que l'hôpital universitaire où je suis née, à Georgetown University, eh bien, servait de laboratoire pour les expériences MK Ultra. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, parmi mes auditeurs, je crois que c'est un concept assez malheureusement familier parmi notre public. Et donc, je suis née dans ce lieu, dans le lieu même où on torturait les humains pour faire des expériences militaires et scientifiques afin de contrôler le mental humain. Et ceci peut-être amène peut-être une explication à la raison d'être de ce journalisme qui a besoin d'une part de montrer la beauté, la joie, bien sûr, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des manipulations et des conditionnements. Qu'en penses-tu? oui, je trouve que c'est un très bon exemple, ça illustre très bien. Mais tu peux même aller encore plus loin. Je veux dire que là, c'est juste l'année de ta naissance, tu vois, et puis l'endroit où tu es né, qui est important aussi. Ça, c'est important, effectivement, c'est une très bonne analyse. Et tu peux aussi regarder aussi les années avant, qu'est-ce qui s'est passé, pour avoir vraiment enfin, comprendre dans quel contexte géopolitique tu es né, parce qu'il n'y a pas de hasard. Faut vraiment comprendre que notre prénom, le moment où on est né, ne sont pas des hasards. C'est vraiment quelque chose qui est un reflet de notre karma, de notre mission de vie aussi. Donc c'est très important de faire toute cette analyse, cette recherche géopolitique,
quand est-ce qu'on est né, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et comment était l'ambiance aussi. On retrouve dans les journaux, à l'époque, il y avait déjà, enfin, l'époque où on est né, il y avait déjà beaucoup d'informations, donc on peut retrouver vraiment des informations et commencer en fait sa biographie, si on commence à l'écrire, on peut commencer sa biographie en retraçant l'ambiance dans laquelle on est né, comment était le monde au moment où on est né. Et c'est pas mal. Et puis après, parler de notre prénom, comment on s'appelle, et à quoi ça correspond ce prénom, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que pour nous ça nous renvoie. Enfin, c'est tout un cheminement qui est extrêmement intéressant, hein, extrêmement intéressant. Et puis après, on peut faire exactement la psychogénéalogie, euh, voir du côté de ses grands-parents, ses parents, comment c'était, d'où ils viennent, voilà, dans la mesure du possible. C'est très intéressant. Et puis peut-être les secrets de famille, tout de suite chercher dans les secrets de famille tout ce qu'on va prendre en charge finalement. Parce que quand on s'incarne dans une famille, il y en a toujours un en plus dans une famille qui prend en charge pour les autres le karma de la famille, parce que la famille a un karma. Et donc, il le prend et qu'il le nettoie quelque part. Il y en a toujours un bon, qui se dévoue, on peut dire. Mais pas tous, hein. Il y en a qui ne le prennent pas du tout. Ils laissent ça à leurs frères et sœurs ou à leurs cousins, cousines. Mais en fait, souvent, il y a quelque chose à prendre dans la famille et qu'il faut qu'on nettoie et qu'on purifie et qu'on l'élève et tout ça. Donc, c'est important de savoir quels sont ses secrets de famille. Il n'y en a peut-être pas, parce qu'il y a des familles aussi qui n'en ont pas, hein, qui n'ont pas spécialement de secrets, mais il y a toujours des choses à rectifier. C'est rare qu'une famille soit parfaite. Donc, il y a toujours des choses à rectifier et c'est bien d'en prendre conscience pour savoir si on a une mission par rapport à sa famille ou pas vraiment, ou si on pourrait quand même améliorer quelque chose. Et voilà, donc c'est important. Donc, concrètement, c'est un travail qui se fait sur 3 mois à raison de 9 réunions par Zoom ou en direct de 3 heures. Et le support principal, c'est la fameuse carte de vie que je montre ici à nos auditeurs. Est-ce que c'est le moment d'expliquer un petit peu le fonctionnement de cette fameuse carte de vie? Voilà, c'est ça. Oui, alors Rudolf Steiner a expliqué un truc, mais c'est pas, ça venait pas de lui, hein, ça venait déjà, c'était quelque chose qui était très connu au 5e siècle avant Jésus-Christ par Hippocrate, qui parlait qu'il y avait 7 âges avec en rapport, 7 âges dans la vie, en rapport avec les 7 planètes qui permettent de passer d'un être physique à un être spirituel. Donc il avait divisé, si vous voulez, la vie, on peut la diviser en périodes de 7 ans. Et donc, on le voit très bien dans la carte. Il y a des petites, il y a chaque fois des couleurs différentes. Et donc, il y a la première septaine de 0 à 7 ans où il y a la Lune qui est dessinée en face. Il y a la deuxième septaine de 7 à 14 où il y a Mercure qui est dessiné en face. La troisième qui est de 14 à 21 où il y a Vénus. Et puis après, il y a la grande période solaire qui dure 3 septaines, qui est de 21 à 42 ans. Et donc là, il y a 21, 28, 28, 35, 35, 42. Là, c'est la période solaire, qui est la période plateau, on peut dire, celle où vraiment on est le plus incarné. Et puis après, à nouveau, il y a la période de désincarnation, on peut dire, où c'est de 42 à 49, c'est Mars, de 49 à 56, c'est Jupiter, et de 56 à 63, c'est Saturne. Alors après 63 ans, on n'est pas mort. Évidemment, on continue de vivre après la vie qu'on a à vivre, mais là, on fait l'expérience un peu des deux septaines face à face. On récapitule en fait un peu notre vie après 63 ans et on prépare, on peut dire, notre vie future. Voilà, donc c'est tout un cheminement qui est très intéressant parce que quand on regarde cette baignoire, on peut s'apercevoir que on a une période de descente où on s'incarne et on met très longtemps à s'incarner, hein, c'est la période de descente jusqu'à 21 ans. Donc, en fait, on s'incarne jusqu'à 21 ans. Vous vous rendez compte, on met du temps quand même à acquérir, à rentrer dans notre corps et à pleinement prendre possession de notre corps. Il faut 21 ans, même 28 ans. Parce Donc, qu'on peut dire ici, que le ça dernier, correspond à 28 ans, hein, là voilà, au-dessus. c'est ça, Ouais, ok. 28 ans. Parce qu'en fait, il paraît que le dernier os du coccyx se soude à 29 ans. Ah ouais. Donc, qui correspond au retour de Saturne, parce que Saturne, quand on est, Saturne est à un certain endroit du ciel au moment de notre naissance, et il va mettre 29 ans pour revenir au même endroit. C'est ce qu'on appelle le cycle de Saturne, qui est le plus long, qui fait 29 ans. Et donc, il semblerait qu'on soit définitivement incarné à 29 ans, donc au moment où les derniers os du coccyx se soudent. Voilà. Et alors après, on a cette phase plateau qui, en général, où on passe dans le vif du sujet,
Ah, où là, on peut dire que notre karma s'accomplit. Hein, c'est là qu'il y a la vraie vie arrive, c'est-à-dire qu'on se marie, on travaille, on fait des enfants. C'est que si on a des problèmes à traverser, des épreuves à vivre, que c'est là que ça se passe en général. Hein. On a vraiment, on est dans le feu de l'action, on est dans la vie, vraiment la vie pleine. On est en forme physiquement, mais psychologiquement, on se confronte à notre karma. Et après, à partir de 42 ans, on commence à se désincarner. C'est-à-dire, on commence à vieillir, en résumé. Donc, on remonte vers les étoiles. Voilà. Et c'est dur. donc, C'est dur. une des septaines les plus difficiles, souvent, hein, bon, ça dépend un peu quand même aussi comment est votre Mars, c'est souvent 42-49, qui est la septaine de Mars. Mars, c'est quand même le guerrier, c'est la guerre. Donc, c'est souvent là qu'il y a les divorces. Souvent, on dit à 40 ans, la vie redémarre, c'est le commencement de la vie et tout ça. Mais de quelle vie parle-t-on? Je veux dire qu'en général, après 42 ans, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, très souvent, les jeunes, ils ont peur de la quarantaine, ils disent que 40 ans, c'est vieux. Oui, et c'est vraiment, c'est tout un cheminement où là, on commence à se désincarner. Et donc, 42-49, c'est en général, on est assez secoué en général dans cette septaine-là. Après, 49-56, on continue de se désincarner, mais c'est un petit peu plus tranquille parce que c'est chapeauté par Jupiter. Et Jupiter, vous savez, c'est une planète d'expansion, c'est une planète qui est quand même assez confortable, assez belle, assez bienveillante. Donc, enfin, ça dépend comment il est aspecté dans notre thème, évidemment, mais en principe, c'est relativement bien. Et puis après, vous avez la dernière septaine où on est vraiment tributaire de notre karma, parce que jusqu'à 63 ans, on est obligé, notre karma doit s'accomplir. Après 63 ans, donc de 56 à 63, on rentre dans la septaine de Saturne. Et Saturne, c'est en fait une septaine qui n'est pas forcément évidente parce que, effectivement, Saturne est lié aussi au karma. Donc, ça veut dire que là, on peut avoir des maladies, on peut commencer à tomber malade, on peut commencer à avoir des problèmes parce qu'en fait, il y a des choses qui doivent se régler. Mais c'est aussi une septaine de responsabilité. On doit vraiment prendre sa responsabilité. On doit vraiment bien voilà, bien être là et puis commencer même à être un peu quelqu'un de bienveillant qui aide les autres, qui, ouais, c'est la septaine comme ça. Après 63 ans, on n'est pas mort. Hein. Enfin, tout le monde n'est pas mort. Simplement, on devient un être libre. J'aime beaucoup cette idée de devenir un être libre, c'est-à-dire que après 63 ans, on n'est plus tributaire du karma de cette vie. C'est-à-dire qu'on peut vraiment préparer notre vie suivante, où tout ce qu'on va faire après 63 ans, en général, c'est une préfiguration de ce qu'on fera dans la vie suivante, souvent. Alors, c'est pas systématique non plus, hein, mais dans l'ensemble, ce que je donne, c'est des généralités. Après, il faut effectivement faire sa propre biographie pour savoir, pour voir exactement ce qu'il en est. Hein. On devient de libre, Marie-Pascale, à condition d'avoir déjà pas mal travaillé sur soi, ou bien tout être humain, qu'il ait travaillé sur lui ou pas, devient libre, karmiquement parlant, à partir de 63 ans. Oui, il devient libre karmiquement parlant. Il n'en est pas forcément conscient. Ah ouais, même s'il Mais a, il a pas bossé sur lui. oui, oui, c'est parce que c'est une règle de vie, quoi. Ah, ok. Euh, on est prisonnier, entre guillemets, hein, parce on peut voir ça comme ça, mais de notre karma jusqu'à 63 ans. Après, d'ailleurs, c'est l'âge de la retraite. Mhm. Je sais, enfin, moi, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse et en France, de toute façon, ça Oui. dépend, mais normalement, c'est 63 ans, c'était l'âge de la retraite. Ça veut dire que, bon, on a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Donc après voilà. Donc, c'est vrai qu'après, il y a souvent des gens qui tombent malades, qui ont une retraite qui est très difficile, qui tombent malades. Bon, on peut dire que c'est parce qu'effectivement, comme tu le disais, ils n'ont pas suffisamment travaillé sur eux et du coup, il y a des choses qu'ils doivent régler avant de partir et il passe par le biais de la maladie. Mais c'est pas systématique non plus, parce qu'on peut tomber malade aussi pour préparer sa vie suivante. Je veux dire Ah, qu'il y a des gens, intéressant. il y a aussi des gens qui ont travaillé sur eux, mais qui tombent quand même malades après, parce que cette maladie va leur permettre de préparer leur vie suivante. Ça, c'est très important. Est-ce que tu veux développer un petit peu ce point-là, s'il te plaît? Oui, parce qu'en Ça fait, va vraiment aider beaucoup. oui, parce qu'en fait, le karma, les gens les voient toujours comme une addition à régler. Ils le voient comme quelque chose qu'ils ont mal fait, et Mhm. donc on les punit et ils reçoivent un karma, ils tombent malades, ou ils ont des maladies compliquées, ou ils ont un gros problème dans leur vie, et ils disent c'est karmique. Alors ça peut l'être, effectivement, ça peut être une réparation de quelque chose qui n'a pas été correct et que par ce biais-là, ils vont mettre des énergies en eux
qui vont contrebalancer en fait ce qui n'a pas été juste. Donc ça, c'est très bien. Mais ça peut être aussi parce qu'en fait, dans la vie suivante, ils vont avoir besoin d'une certaine force pour faire ce qu'ils ont à faire. Et cette force, ils ne peuvent l'obtenir qu'à travers une épreuve bien précise. Ça peut être soit une maladie, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Donc, c'est pour ça que, Une épreuve. exactement, ça peut prendre tout un tas de formes. Et donc, Ça pourrait être un tremplin, donc un tremplin pour endosser pleinement sa vie d'après. exactement, exactement. Il faut pas le voir forcément parce que c'est ça que je regrette toujours dans les notions de karma, c'est que les gens ils voient toujours quelque chose d'assez négatif. Alors qu'en fait, bon, après, effectivement, il faut être clairvoyant, il faut savoir, hein, parce qu'évidemment, après, on ne peut pas faire des généralités. Après, il faut comprendre qu'est-ce que cette épreuve veut nous dire. Donc, ça demande évidemment de travailler sur soi. On peut dire, bah, justement, ça règle quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant, donc là, maintenant, je comprends, et voilà. Ou ça peut être bah, parce que je ne sais pas du tout, à mon avis, c'est peut-être quelque chose que je dois acquérir, que je n'ai pas et donc, ça se passera dans le futur. Voilà, parce qu'après 63 ans, de toute façon, on prépare sa vie future. Donc, tout ce qui nous arrive après 63 ans, c'est presque un rendez-vous pour demain. Voilà, c'est presque un rendez-vous pour demain. Le chiffre 7 revient partout dans ton exposé avec ces septaines qu'on étudie, 0,7, 7,14, etc. Pourquoi ce nombre est-il si universel et structurant dans le travail biographique? Bien, en fait, le 7, c'est déjà le nombre de jours de la création. Dieu a mis 7 jours pour créer le monde. Et puis on retrouve ce 7 partout, dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 arts libéraux, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus, les 7 Les sept, chakras, les sept- les sept nains de Blanche-Neige. voilà, exactement, les 7 processus de vie, la respiration, le réchauffement, le métabolisme, l'excrétion, la conservation, la croissance, la reproduction. Il y a les 7 merveilles du monde, il y a les 7 trompettes de l'Apocalypse, il y a la danse des 7 voiles, il y a Blanchesse et les 7 nains, effectivement. Et tout ça, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux 7 sphères planétaires. Voilà. Chaque fois qu'il y a le 7, ça fait référence aux 7 sphères planétaires. Qu'est-ce que c'est que ces sphères planétaires? Parce qu'en fait, je l'ai effleuré, mais je n'ai pas vraiment dit. En fait, la Terre, elle est entourée de sphères invisibles, qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne peut pas voir, mais elles sont délimitées par des planètes, ces sphères. Je veux dire que, par exemple, quand on parle de la sphère lunaire, on voit la Lune dans le ciel. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre, hein. Et cette Lune, l'espace entre la Terre et la Lune, c'est ce qu'on appelle la sphère lunaire. C'est vide, on voit rien. Mais en fait, cette sphère, elle est très habitée. Elle est habitée par ceux qui vont s'incarner, par ceux qui viennent de mourir, mais il y a aussi des entités spirituelles dedans. Enfin, il y a beaucoup de monde dans cette sphère. On voit personne, évidemment, mais ils sont dans cette sphère. Ils sont de nature invisible dans cette sphère. Après, au-dessus de la sphère lunaire, il y a ce qu'on appelle la sphère de Mercure. Alors c'est pareil, il faut regarder, on voit Mercure dans le ciel, et c'est la distance entre la Terre et Mercure qu'on appelle la sphère mercurienne. Idem pour Vénus, après, au plus Alors, loin, il y a excuse-moi, Vénus. qu'est-ce qui s'y passe dans la sphère mercurienne? Mercurienne, eh ben, c'est la sphère de Mercure, donc de celui qui est lié à tout ce qui est la connaissance, qui est l'étude, parce que les enfants, entre 7 et 14 ans, c'est l'âge où ils vont à l'école. Mhm. L'école est devenue obligatoire. Bon, avant, ils sont à la maternelle, on ne peut pas dire que c'est un enseignement. Et c'est là où ils apprennent à lire, à écrire. Ça correspond à la sphère de Mercure. Mercure, c'est vraiment le dieu de la guérison, mais c'est aussi le dieu de la connaissance. C'est celui qui nous, le dieu de l'apprentissage. Voilà. Voilà, donc c'est cette sphère-là. Après, on a la sphère de Vénus. Donc, les Vénus est liée à l'amour. Et donc, cette sphère de Vénus, on la traverse de 14 à 21 ans, c'est l'âge de la puberté, où ça y est, on commence à devenir amoureux, on commence à vibrer avec l'autre, à avoir des pulsions sexuelles, et à commencer à compter fleurette. Hein, c'est entre 14 et 21, donc ça correspond à la sphère de Vénus. Et alors après, il y a cette grande phase du Soleil, donc le Soleil qui couvre trois sphères de 21-28, 28-35 et 35-42, qui sont les trois sphères où on est le plus incarné, où on est le plus loin du sommet, du plus loin du minuit des mondes. Le minuit des mondes, c'est ce qu'on appelle en ésotérisme le moment où on est le plus loin de la Terre, on est le plus loin de l'incarnation. Quand on est dans les étoiles, à un moment donné, on atteint le sommet
de l'éloignement de la Terre, qu'on appelle le minuit des mondes. Donc on est très très loin de s'incarner. Ça peut être, on va peut-être mettre encore 1000 ans pour revenir quand on est dans le minuit des mondes. Et en miroir, sur Terre, c'est la sphère la sphère du Soleil, où là on est le plus incarné. Le minuit des mondes, c'est là où on est le plus incarné. Et la sphère solaire, la période solaire, c'est là où on est le plus incarné. Voilà. Et après, on passe, après la sphère du Soleil, il y a Mars, Jupiter et Saturne. Alors Donc Mars, après, je veux bien Mars, développer. c'est de 42 à 49 ans. Donc c'est une période où on doit s'affirmer, c'est-à-dire on doit lâcher tout ce qui ne nous correspond pas. C'est vraiment une période où on doit s'individualiser, où on doit se libérer. Parce que Mars est lié à la liberté aussi. Il n'est pas lié qu'au combat, mais souvent, pour se libérer, il faut se battre. On doit se conquérir aussi. Exactement, exactement. C'est très lié à l'individualisation, Mars. Donc, c'est cette période 42-49 ans, qui est une période en général dans la vie qui est assez difficile, parce qu'effectivement, c'est une période où on doit lâcher beaucoup de choses, tout ce qui ne nous correspond pas, on doit s'affirmer en tant que tel, on doit vraiment s'affirmer. Donc, c'est assez difficile, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent absolument pas à s'affirmer, qui sont trop attachés à plein de choses, à plein de gens, et qui n'arrivent pas à vraiment s'affirmer en tant que moi individuel. Et donc, ça, c'est une période qui est délicate et souvent, on reçoit beaucoup d'épreuves pendant cette période pour nous obliger à nous individualiser, pour nous obliger à nous affirmer en tant que moi. Et donc, c'est là en général, qu'il y a les divorces, Ouais. qu'il y a voilà, qu'il y a beaucoup qu'on perd son boulot, enfin, qu'il nous arrive tout un tas de trucs assez difficiles. C'est en général souvent dans cette période de 42-49 ans. Ce n'est pas exclusivement là, mais c'est souvent dans ces périodes quand on étudie. Moi, j'ai étudié beaucoup de biographies, j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont parlé de leur vie, et je reconnais que souvent cette période de 42-49 ans est une période agitée, très souvent. Et après, vous avez une période qui est un peu plus soft, un peu plus douce, qui est la période de 49 à 56, qui est la période jupitérienne, où là, en général, il y a une espèce d'expansion sociale qui se produit, souvent. Alors, ça dépend évidemment de qu'est-ce que vous avez vécu dans la période qui est en miroir, parce qu'en fait, comme c'est une bassine, la période jupitérienne, elle est en miroir de la période de Mercure. Elles sont en miroir, les deux. La période, ce que vous allez faire entre 7 et 14 ans, c'est en miroir de ce que vous allez faire entre 49 et 56 ans. Et comme ce que vous allez faire entre 56 et 63, c'est en miroir de ce que vous allez faire entre 0 et 7 ans. Voilà. C'est des miroirs. Et les septaines, comme ça, elles se passent en miroir. Il y a qu'une seule période qui n'a pas de miroir, c'est la période 28-35 ans qui, elle, est vraiment au fond de la bassine. Alors, elle n'a pas de miroir. Mais toutes les autres ont des miroirs. Et donc, ça permet de vraiment comprendre que la vie est un cycle, est un mouvement, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que quelque chose qui nous est arrivé entre 7 et 14 ans, pendant la période de Mercure, par exemple, va se reproduire pendant la période jupitérienne, et bien évidemment, mais sous une forme totalement différente. Totalement différente. Tu veux dire Par que exemple, ce qui nous arrive, par exemple, à ce niveau-là, oui, se reproduire en face, exactement. ici, Exactement. quand on Exactement. remonte vers la fin de vie. Exactement. Exactement. Ça nous est Intéressant. resservi, mais autrement, à un autre niveau. Ça nous est resservi autrement, bien évidemment. C'est pas la même chose. Mais par exemple, je pourrais par exemple donner un exemple qui n'est pas forcément un très très bon exemple, mais qui est quand même un exemple par rapport à ma vie. C'est que moi, j'ai divorcé dans une septaine qui correspondait au moment où mes parents, quand j'étais enfant, ont divorcé. Et donc, je me suis retrouvée dans cette dynamique de séparation en miroir. En fait, là, c'était moi qui le faisais, alors que quand j'étais plus jeune, c'était mes parents. Et Donc, quel c'était était le miroir de ton expérience de mort imminente, ton accident de voiture qui... et là, j'en ai pas, parce qu'en fait, j'ai vécu entre 28 et 35 ans. Et c'est la seule période où il n'y a pas de miroir. Ah, voilà, c'est le fond de la bassine. Le fond de la bassine, c'est quand j'étais au fond du trou. Et là, il n'y a pas de miroir. Donc, enfin, j'étais juste en face du minuit des mondes, c'est-à-dire le moment en face où on est le moins incarné, j'étais en face du minuit des mondes, ce qui est quand même pas rien. Mais Ah, ouais. voilà, j'ai pas de miroir. Donc voilà. Donc, Ça, cette c'est en remontée, ça que c'est intéressant parce que quand on veut travailler sur sa biographie,
effectivement, ça permet de cadrer beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment... parce qu'il y a des gens qui vont parler, qui vont dire oui, mais il y a aussi Uranus, Neptune et Pluton, pourquoi on n'en parle pas? Bon, ce sont pas des planètes dans lesquelles, des sphères de conscience dans lesquelles nous allons régulièrement. On y va de façon exceptionnelle. Elles sont un peu comme des médiatrices de notre système solaire, mais elles nous apportent aussi certaines inspirations et des impulsions spirituelles, mais on ne va pas dedans. Ce que je veux dire, c'est que ces sphères, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Jupiter, Mars, Saturne, Mars, Jupiter, Saturne, on y va toutes les nuits quand on dort. Chaque fois qu'on dort, on va se promener la nuit dans ces sphères. Et aussi, chaque fois que nous mourons, nous passons dans ces sphères. Et quand on redescend, on repasse dans les sphères. Hein. Et donc, ce que l'on fait sur Terre, par exemple, ce qui vous arrive dans votre enfance entre 0 et 7 ans, qui correspond à la sphère de la Lune, vous récapitulez ce que vous avez fait dans la sphère de la Lune avant de vous incarner. Et vous l'incarnez sur Terre. Vous incarnez votre parcours de vie dans la sphère de la Lune. Vous l'incarnez sur Terre entre 0 et 7 ans. Alors évidemment, de façon transformée. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de voir quels sont les gens qui sont morts à ce moment-là. Parce que forcément, ça a une influence sur vous. Mais par exemple, si un enfant grandit jusqu'à 7 ans dans une ambiance familiale de violence, de maltraitance, est-ce que ça veut dire qu'à la fin de sa vie précédente, c'était quelqu'un qui a pratiqué la violence ou qui a été elle-même en fin de vie sujette à de la violence? Ça pourrait, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous mourons, nous montons dans les sphères jusqu'au minuit des mondes. Donc ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre 1000 ans, hein, ça peut être assez long, on se réincarne normalement pas très vite, bien qu'aujourd'hui on se réincarne de plus en plus vite, mais normalement on se réincarne pas très vite. Donc on remonte de sphère en sphère, et chaque fois on laisse un petit peu dans chaque sphère, parce qu'on part pas complètement vide. Et par exemple, dans la sphère de la Lune, si on a été violent, on va laisser un peu de violence là. Et après, on va laisser à Mercure, si on a eu quelque chose par rapport à, par exemple, le karma d'ignorance, si on a toujours pensé qu'on était nul, qu'on ne comprenait rien à rien, on va le laisser là. Et puis après, Vénus, qu'on n'était pas capable d'aimer, on va le laisser là. Et ainsi de suite. Et quand on redescend, on va reprendre ce qu'on avait laissé dans chaque sphère. On va Ah, reprendre nos intéressant. bagages. C'est comme des teintures, c'est comme des Exactement. teintures qu'on prend couche par couche. En redescendant, Parce on- qu'on laisse tout, parce que quand on arrive au soleil, il faut qu'on soit comme des enfants, c'est-à-dire qu'on soit complètement pur. Hmm. Soit redevenu comme un petit enfant, parce que le Christ a dit, à moins que vous ne redeveniez comme des enfants, vous ne pouvez, comme des petits enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ce que les chrétiens appellent le paradis, et c'est ce que l'anthroposophie appelle la sphère solaire. Donc toute la sphère astrale, Lune, Mercure, Vénus, on laisse tout ce qui était mauvais, entre guillemets, ce qui n'était pas réglé de notre comportement, dans ces sphères-là. Mais quand on redescend, on les reprend, les bagages. Donc Hmm. ça veut dire que par exemple, si on a eu de la violence, c'est ce que tu expliquais, si on a eu de la violence sous une forme ou sous une autre, on a été sujet à la violence ou nous-mêmes on en a fourni, on va retrouver ça quand on redescend. Et donc forcément, dans l'enfance sur Terre, on va le retrouver sous une forme ou sous une autre, évidemment de façon transformée. On ne retrouve jamais les choses telles qu'elles sont puisque on évolue par spirale. Donc, on ne retrouve jamais les choses telles qu'on les a laissées. On les retrouve autrement, sous une autre forme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 0 à 7 ans, ce que vous vivez de 0 à 7 ans, c'est ce que vous avez vécu dans la sphère de la Lune avant de vous incarner. Vous récapitulez sur Terre. Et pareil pour Mercure, pareil pour vous incarnez c'est pour ça que le thème astrologique est si important et qu'on est lié. Que votre thème, en fait, le thème astral, c'est une photo de l'instant où vous êtes né, de comment étaient les astres pile au moment où vous êtes né. Et c'est comme une empreinte digitale, en fait, que vous portez en vous. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est très important, quand on fait la biographie, de savoir un petit peu, d'avoir quand même quelques notions par rapport à son thème astral, pour savoir où est notre Lune au moment de la naissance, où était notre Mercure, où est notre Vénus, parce qu'il a peut-être des aspects, il a peut-être des choses, et ça peut expliquer, ça n'explique pas tout, attention, mais ça peut expliquer certaines choses qui se sont passées dans l'enfance, ou qui vont se passer au moment de l'école, ou qui vont se passer plus tard au moment des premières amours. On peut trouver des choses en fonction de comment la planète est placée dans son thème.
Bon, c'est capital ce que tu dis là, d'où la nécessité de vraiment balayer tous les scories qui viennent encore nous encombrer en fin de vie, de quitter la maison de cette incarnation terrestre en la laissant la plus propre possible, de sorte, comme tu dis, à ce que dans la prochaine existence, on redémarre sur un carrelage tout beau, tout propre, quoi. Oui, exactement, c'est très important. C'est pour ça que j'insiste beaucoup et que ce travail va devenir sans doute un travail très connu plus tard, dans le futur, est appelé à devenir un travail très connu parce que les gens vont quelque part avoir envie de se nettoyer les gens vont croire à la réincarnation, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais de plus en plus, je pense que dans la vie suivante, les gens vont commencer à de plus en plus y croire parce qu'on va se souvenir. Parce que le problème, là, c'est qu'on ne se souvient pas de nos vies passées, parce qu'on n'avait pas une conscience de soi suffisamment développée. Aujourd'hui, on a une conscience de soi qui est quand même relativement développée et de plus en plus de gens dans leur prochaine vie vont se souvenir de leur vie passée. Donc, on contestera beaucoup moins l'histoire de la réincarnation. Et du moment qu'on se réincarne, on va ressentir le besoin de préparer sa vie suivante. Et donc, Évidemment. forcément, la biographie va s'inscrire comme une espèce de nécessité que les gens ne vont même pas remettre en question. Ils vont se dire, bon, arrivé à un certain âge, il faut quand même qu'on fasse sa maison propre. C'est pour ça que la biographie, on ne peut pas la commencer très tôt, même si c'est très intéressant parce qu'on peut comprendre beaucoup de choses, mais on peut la commencer que quand on a déjà fait une grande partie. Moi, je dis, on ne peut pas commencer avant 42 ans, quand on commence à se désincarner, mais l'idéal, c'est même de commencer plus tard. Et moi, je m'étais toujours dit que je ne parlerais pas de la biographie tant que je n'aurais pas atteint 63 ans, tant que je n'aurais pas fait toutes les septaines pour pouvoir en parler exactement, de savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que c'est important d'avoir fait soi-même l'expérience pour être capable après d'expliquer aux autres quelles sont les grandes lignes, parce qu'en fait, tout le monde, il faut bien comprendre, hein, je donne un archétype, je donne un canevas, mais chacun vit son canevas à sa façon. Et quelquefois des septaines qui vont se passer plus vite, ou qui vont être raccourcies, ou qui vont se passer un peu plus prématurément. C'est pas figé dans le béton. Il faut comprendre que c'est un processus de vie. Donc c'est quelque chose qui bouge, qui est mouvant. Donc on ne peut pas le caler comme ça dans des cases. Moi j'explique par des cases pour aider les gens à se faire une représentation, une géographie, mais en aucun cas c'est coulé dans le béton. Et il y a quelquefois des gens qui font une septaine plus courte que d'autres, ou qui sont un peu plus en avance dans une septaine, ou voilà. Donc, tu dis que cette remontée, je vais montrer encore le livre, cette remontée au fil de l'existence vers la fin de vie, ce serait donc synonyme d'un retour vers soi et vers l'esprit? Absolument. La première partie, quand on s'incarne, elle est liée au corps physique. Après, la partie centrale, elle est liée au psychisme. Et à partir de 42 ans, on doit normalement se spiritualiser. On vieillit et normalement, c'est l'esprit qui doit s'exprimer. Donc, c'est corps, âme, esprit. Donc, il y a la septaine, il y a les septaines où on s'incarne, qui sont liées au corps. Après, il y a les septaines où on vit, qui sont liées au psychisme. Et puis après, il y a les septaines où on se désincarne, qui sont liées à l'esprit. Le problème, c'est que comme on est dans une société qui est de moins en moins Ouais. spirituelle, les gens, plutôt que de vivre Mars comme étant Mars, c'est-à-dire de s'individualiser, de s'affirmer et tout, ils retournent à Vénus. Ils vont en face. Et donc, C'est-à-dire la nostalgie pour à l'adolescence. la séduction, Oui, voilà, ça la revient des crise de ados. 40 ans chez les hommes, Exactement, c'est où ça. ils tombent Ça amoureux revient des ados. d'une femme Voilà. qui a 20 ans de moins qu'eux, etc. Ça, c'est ça, c'est Ah, ça. Et ça revient des ados. Ou aussi les intéressant. femmes qui décident de faire un enfant, ou ainsi de suite. Je dis pas qu'il faut pas faire d'enfant à 40 ans, mais je dis que normalement, c'est passé, on doit plus faire d'enfant à 40 ans, normalement. Ah, Bon, évidemment, aujourd'hui, avec toutes les manipulations qu'on peut faire, on peut faire des enfants à 40 ans, mais normalement, on n'est plus censé faire d'enfants à 40 ans. Mais cette quarantaine-là, ça dépend de notre niveau de maturité. Il y a des gens qui le vivent vraiment comme une septaine de Mars et qui vont s'individualiser, qui vont vraiment lutter, qui vont s'affirmer, qui vont devenir vraiment eux-mêmes. et qui vont Il y passer à en a l'étape d'autres, suivante. il y en a d'autres qui vont retourner à Vénus et qui vont se dire que c'est une deuxième jeunesse, une seconde jeunesse. On entend ça souvent. Ou le démon de midi, Ah, ou toutes ces voilà. choses-là. Et bien ça, c'est un Mars qui est vécu comme Vénus. C'est-à-dire, ils retournent en arrière, ils ne veulent pas s'affronter à l'esprit, ils préfèrent rester dans le physique, psychologique. Le physique et psychologique. Ils ne veulent Hmm. pas passer dans l'esprit.
Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, puisque les gens refusent la spiritualité. Donc il y a beaucoup de gens qui finalement, ces trois septaines-là, qui sont les plus merveilleuses, parce que moi, depuis toute petite, je les ai attendues, j'avais hâte d'être vieille. Et donc, ces trois septaines qui sont les plus merveilleuses, parce que c'est là où on se révèle en tant qu'être spirituel, c'est là où vraiment on peut se révéler, on peut vraiment devenir nous-mêmes. Eh bien, il y en a la plupart qui le font pas, qui s'accrochent à leur physique beaucoup trop. Parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'on vieillit. Parce que le vieillissement, c'est parce qu'en fait, la matière, la conscience pour se développer, elle a besoin de détruire la matière. Donc en fait, pour devenir de plus en plus conscient, on a besoin de détruire notre corps physique. C'est en attaquant, si vous voulez, c'est l'attaque du plan matériel qui permet à la lumière d'arriver. Donc, en fait, on vieillit. On peut remarquer que quelqu'un, par exemple, qui a passé sa vie à dormir, soit parce qu'il était dans le coma ou truc, on peut remarquer qu'il reste jeune, comme s'il vieillissait pas. En fait, quand on décide vraiment de travailler sur soi, eh ben forcément, on attaque son plan physique et donc on vieillit et c'est normal et c'est dans l'ordre des choses. Sauf que ceux qui veulent retourner à Vénus, ils vont se faire retendre la peau, ils vont faire tout un tas de trucs pour rester jeune, alors qu'en fait, c'est comme s'ils s'opposaient au fait que la conscience se développe en détruisant le physique. Mais Voilà. magnifique, donne-moi envie, donne-nous envie de vieillir, chère Marie-Pascale. Oui, Justement, quelle est cette carotte que tu peux nous brandir sous le nez pour... alors tu me dis, ah, on déploie la conscience, ça c'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres chances, d'autres surprises dans eh cette... ben, on peut développer aussi des nouvelles facultés spirituelles, notamment la clairvoyance, notamment l'imagination, l'inspiration, l'intuition, selon les termes de Rudolf Steiner. On a des nouvelles capacités qu'on peut développer, qu'on ne peut développer qu'à partir de cet âge-là, qu'on ne peut pas développer avant. On a aussi toute cette guidance qu'on peut développer. On a aussi toute une créativité extrêmement poussée qu'on peut développer, qu'on ne peut pas développer avant. Il faut arriver, d'ailleurs, normalement, chez les Juifs, on ne pouvait pas étudier la Kabbale avant 42 ans. Et normalement, on ne peut pas être un chef avant 42 ans. Donc, même si on a eu, nous, en France, un président qui était en barboteuse, qui est arrivé bien avant 40 ans, qui est devenu président bien avant 40 ans, normalement, ce n'est pas dans l'ordre des choses. On peut vraiment enseigner, même enseigner, être un guide, même donner des conseils aux autres, pas avant 42 ans. Il faut qu'on passe dans cette sphère spirituelle, qu'on se déstructure physiquement pour que la conscience vraiment s'aiguise. On n'a pas du tout, à partir de 40 ans, et même au-delà, puisque plus on vieillit, plus on a de la conscience, on n'a pas du tout la même conscience qu'un adolescent, mais pas du tout, mais pas du tout, du tout. Ce qui est toujours étonnant, c'est que les gens se fient uniquement au corps physique et ils pensent que la conscience est la même à l'intérieur du corps. Alors qu'en fait, c'est totalement différent. On n'a rien à voir avec un ado, un être qui est dans la sphère de Jupiter n'a strictement rien à voir au niveau psychologique avec un ado. C'est absolument rien à voir. C'est pour Rien. ça que, ouais, c'est pour ça que tu disais qu'en tant que parent, c'est peine perdue d'essayer de comprendre de leurs enfants qui ont l'âge de l'adolescence parce qu'eux, ils sont dans un autre cycle, en fait, dans un autre Dans cycle un autre de cycle, compréhension. exactement. Et Et vice-versa. c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart dans un couple qui n'est pas trois septaines d'écart, comme on a par exemple notre président, c'est beaucoup trop, parce que là, il peut pas y avoir on est forcément pas sur le même vélo, quoi. Donc, ces hommes d'un certain âge qui se mettent avec des gamines, c'est une anomalie, c'est vraiment une anomalie, parce qu'en fait, ils sont forcément, donc c'est forcément un truc qui est uniquement psychocorporel. Mais ça peut pas être au niveau de l'esprit, c'est impossible. C'est impossible. Parce que à partir de 42 ans, il faut évidemment qu'on cultive le détachement du plan physique. On est obligé de le faire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire, hein, mais ça, c'est leur problème. Mais je veux dire, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment se détacher. Il faut vraiment se détacher. Alors justement, tu dis qu'à partir de 42 ans, la biographie semble se teinter de solitude, de maturité, de service à autrui. Oui. Qu'est-ce qui se passe de si particulier entre 42 et 63 ans? Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers l'autre, au fond, Entre 42, et entre 42 63 ans?
Oui, bah parce qu'en fait, il y a justement, il y a ce détachement qui se produit. On se détache naturellement normalement, hein. Bon, même les gens qui veulent pas, en fait, intérieurement, ils se détachent. Ils se détachent quand même du plan physique. Il y a une espèce de détachement qui se produit. En Oui, mais le général, les gens. détachement n'implique pas forcément le service. Qu'est-ce qui fait que Ah on bah le service, oui, tourne ça vers le c'est autre chose. service? Le Ah, service, ça arrive plus à partir de Jupiter. Parce qu'en général, pendant Mars, on doit s'affirmer. C'est souvent une période où on doit vraiment s'affirmer. Et donc, on n'est pas encore vraiment dans le service. Ça peut venir. Il y a des gens qui sont en avance, mais en principe, c'est pas vraiment pendant la sphère de Mars. Pendant la sphère de Mars, on doit se battre avec ses propres problèmes, souvent. Alors qu'au moment de la sphère de Jupiter, il y a une espèce d'accalmie qui se produit, qui fait que on peut rentrer à ce moment-là plus dans le service. Donc, en général, c'est l'âge où on commence à se rapprocher d'associations, à se mettre, faire à du partir de quel bénévolat. âge? À partir de Ju- Après 50, c'est 49-56, 56, 49-56. À partir de 49, 49-56, voilà. il faut arriver vers la cinquantaine. Ok. C'est difficile avant. Avant, c'est difficile parce qu'on a encore beaucoup de choses à régler. On est en général, souvent, on est encore vraiment pris dans les feux de son karma et c'est souvent difficile. Bon, il y a quand même des gens c'est pas une règle générale, hein, mais globalement, c'est souvent ça. Donc, c'est des périodes qui sont un petit peu plus difficiles et c'est pas avant Jupiter qu'on se détache. Donc, je voulais quand même préciser qu'il y avait d'autres cycles, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai parlé beaucoup du cycle de 7 ans. Bon, là, de Oui. toute façon, chaque cycle, dans les exercices qu'on va faire, on va passer du temps sur chaque cycle, hein, parce qu'entre 0 et 7 ans, il se passe beaucoup de choses. Il y a notamment à 9 ans, il y a le passage du Rubicon, il y a les blessures d'enfance, il y a des choses très importantes. Chaque septaine a, en plus de son cycle, ce cycle de 7 ans, à l'intérieur de ce cycle, il y a encore d'autres cycles qui viennent se mettre. Donc, enfin, le passage du Rubicon, c'est à 9 ans. Donc, c'est sorti du cycle de 0,7 ans. C'est entre 7 et Quoi, 14 le ans. passage du Rubicon? Oh, bah, ça fait référence à ce passage du fleuve qui a fait César. Soit il se révoltait contre Rome, et soit il suivait Rome et il suivait ce que disait l'empereur à Rome, et enfin, il n'y avait pas encore d'empereur, c'était des triumvirats, donc il n'y avait encore pas d'empereur. Soit il passait le Rubicon et il marquait sa révolte contre Rome. Et donc il a passé le Rubicon, il a dit Alea jacta est, c'est la fameuse phrase très connue, le sort en est jeté. C'est-à-dire qu'il a franchi le Rubicon, c'est un fleuve. Il a franchi, on parle beaucoup de ce franchissement du Rubicon. C'est quelque chose, quand on le franchit, ça veut dire qu'on s'affranchit quelque part de ses parents. On s'affranchit de cette autorité, de ces gens dans lesquels on a été couvé. On s'en affranchit et on s'individualise. C'est un premier pas dans l'individualisation. Et ce passage du Rubicon, nous l'avons tous fait enfant, à 9 ans. À 9 ans, souvent, un enfant, il est un peu triste, il y a une espèce de détachement qui se produit, mais après, ça passe, hein, il revient vers ses parents. Mais il y a toujours, bon, quand je faisais mes séminaires sur l'enfant intérieur, on étudiait toujours ce passage du Rubicon, qui est un passage extrêmement important, en fait, dans l'enfance, qui se fait à 9 ans et des brouettes, 9 ans et 3 mois. C'est marqué dans le thème astral, hein, quand est-ce que l'enfant fait ce passage du Rubicon. C'est un passage très, très intéressant, et voilà, on fait à 9 ans. Mais il y a d'autres passages. Il y a la blessure d'enfance qui est très importante à étudier aussi, qui est vraiment entre 0 et 3 ans. Parce que là, à 0 3 ans, on n'a aucun souvenir, on n'a pas du tout de mémoire entre 0 et 3 ans parce qu'on n'a encore pas on n'a encore pas la conscience de soi entre 0 et 3 ans. L'enfant, il dit pas je en parlant de lui, il dit pas moi, il parle de lui à la troisième personne. C'est-à-dire que, par exemple, si on lui montre, il se tape le front sur une table, on lui demande où il s'est tapé, il va montrer la table et pas son front. On ne fait jamais attention. Et il y a cet âge clé terrible des 2 ans et 3 mois qu'on appelle en anglais les terrible tous, les terribles 2 ans, où l'enfant dit non, je ne veux pas à tout bout de champ. Tout ce qu'on lui propose, il dit non. Et parce que ça y est, son moi vient d'arriver, et donc il s'affirme en tant que moi. Et donc, ça correspond en astrologie au premier carré de la lune noire. Mhm. Donc, c'est un moment très important, ce moment où l'enfant de 2 ans et 3 mois s'affirme.
C'est un moment très pénible pour les parents, ils n'en peuvent plus parce que l'enfant dit non systématiquement à tout ce qu'on lui propose. C'est parce que son moi est en train de descendre en lui. Parce qu'avant, il n'a pas de moi. Il est, euh, il est encore presque comme un animal, il n'a pas de conscience de lui-même. Et il y a cette blessure d'enfance qui est très importante qu'on étudie, que j'ai beaucoup étudiée dans les séminaires pour enfants et donc des séminaires sur l'enfance, cette blessure qu'il faudra effectivement trouver et qu'on travaillera dans la septaine qui est liée à 0,7 ans. Après, il y a la deuxième septaine, 7-14, qui correspond donc à l'individualisation du corps éthérique, parce qu'on a quatre constituants. Hein, donc, la première septaine, elle est vraiment liée au corps physique. Après, la deuxième, elle est liée au corps éthérique. Et donc, c'est la septaine de l'apprentissage. Et là, il y a des âges clés aussi, 6-7 ans, 9 ans, donc le passage du Rubicon dont j'ai parlé, et 12 ans. Et ça se termine à la puberté, donc quelquefois peut durer jusqu'à 16-17 ans. Hein, bon, voilà. Et c'est la période de l'apprentissage, parce que c'est la période où l'enfant peut vraiment apprendre. Donc là, il se passe aussi tout un tas de choses. Et c'est la septaine où l'enfant doit être confronté à l'autorité, mais une bienveillante autorité. S'il n'y a pas d'autorité dans cette septaine-là, il n'y a pas d'admiration possible. L'enfant, dans cette septaine, il a besoin à la fois de l'autorité et de l'admiration. Donc, entre 12 et 18 ans, un jeune Entre 12 doit être cadré. Oui, oui, non, non, mais même plus, entre 7 et 14. OK. Et 14. C'est très important. Et c'est à l'âge de 9 ans que naît le tempérament aussi. Le passage du Rubicon est un âge, 9 ans est un âge très important parce que c'est aussi le retour de la Lune. Donc c'est l'inversion des nœuds lunaires, donc c'est très important. Et donc cet âge de 9 ans est très important avec le passage du Rubicon et puis l'arrivée du tempérament. C'est-à-dire que le tempérament de l'enfant apparaît. S'il est colérique, flegmatique, c'est vraiment à cet âge-là que ça apparaît. Donc c'est toute une histoire. Et on revit ça à 46-47 ans, le passage du Rubicon, on le rencontre à nouveau à 46-47 ans, qui est un âge c'est la métamorphose de la crise des 9 ans. Hmm. Donc, c'est très intéressant d'étudier cet âge de 46-47 ans, qui, moi, a été très, très mouvementé. Donc, je me rappelle de mon passage du Rubicon, et c'est vrai qu'à 46-47 ans, c'était mouvementé. Et puis, il y a l'âge de 12 ans qui est très important, puisque c'est l'âge de la prépuberté. Et cet âge de 12 ans, il a été illustré, par exemple, dans le Nouveau Testament, avec la scène de l'enfant Jésus dans le temple. Euh, Ses parents le cherchent dans le temple, il a 12 ans, c'est la bar mitzvah, vous savez, c'est la communion solennelle, ce qui correspond à la communion. Ils ont perdu leur fils et ils le cherchent, ils le retrouvent et il est devenu très très savant. Et donc il s'est passé quelque chose là à 12 ans et l'âge de 12 ans est très important. Et c'est à 12-14 ans que le moi, donc notre moi, prend possession des muscles et des os. Et c'est pour ça que l'enfant, à ce moment-là, change énormément physiquement. Il grandit beaucoup, il va, voilà. Et puis, il va aussi, l'enfant en général, c'est l'âge où il doute beaucoup de lui, parce que son corps se transforme beaucoup et donc ça le fait beaucoup douter. Il est pas forcément très bien. Puis après, il y a la septaine 14-21 ans. Et donc là, c'est l'individualisation du corps astral. Et l'âge clé, c'est 18 ans et 7 mois. Là, c'est le retour des nœuds. Alors, ce qu'on appelle le retour des nœuds, il y a la Lune. La Lune, elle a un nœud nord et un nœud sud. Et donc, quand on est, ce nœud nord et ce nœud sud de la Lune, qui correspond à l'ellipse que fait la Lune autour de la Terre. Et donc, on estime qu'il y a un nœud nord et un nœud sud qui est perpendiculaire à la Terre. Et donc, à 18 ans et des brouettes, le nœud nord se retrouve au même endroit et le sud se retrouve au même endroit qu'au moment de la naissance. Et tous les 18 ans et des brouettes et quelques mois, on se retrouve, c'est le retour des nœuds, ce qu'on appelle. Et ce retour des nœuds, il est lié au destin. Très, très important. Donc, on le vit, ce cycle de 18 ans, on le vit à 18 ans et les brouettes, après on le vit à 36-37 ans, et après on le vit à 56-57, 55-56-57, après ça dépend des gens, et après on le revit à 74 ans, et puis après 92. Tu veux dire que c'est des moments charnières où on se On a remet, rendez-vous avec notre destin. on a rendez-vous avec le destin, ouais. Il OK. se passe quelque chose de très précis. Donc ça, par exemple, Ça nous réaligne sur notre légende absolument. personnelle. Mhm. Absolument. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, si on n'a pas fait attention, il faut regarder qu'est-ce qu'on faisait à ces années qui correspondent, qu'est-ce qu'on était en train de faire. Parce que c'est forcément lié à notre destin. Donc ce retour des nœuds de 18 ans, j'en ai parlé beaucoup de celui de 7 ans, et celui de 9 ans, qui est l'inversion des nœuds. C'est-à-dire 9 ans, c'est l'inversion, c'est-à-dire que c'est le nœud sud.
qui est sur le nœud nord et le nœud nord qui est sur le sud. C'est toujours lié à la Lune, hein. Donc l'inversion des nœuds, c'est tous les 9 ans. Et le retour des nœuds au même endroit, c'est tous les 18 ans. Donc à 9 ans, il y a une première inversion des nœuds. Après, à 18 ans, il y a le retour des nœuds. Et après, à 18 ans et 9 ans, il y a une inversion des nœuds. Après, à 18, et ainsi de suite. C'est-à-dire 18, après 9, après 18, après 9, après 8. Voilà, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a souvent cette inversion des nœuds, elle est aussi très importante parce que c'est le nœud sud, ça correspond à ce qu'on a fait dans le passé. Et le nœud nord, c'est ce qu'on va faire dans le futur. Donc, c'est ce qu'on est venu faire en fait. Hein. Donc, quand c'est le retour des nœuds, on est exactement aligné sur ce qu'on doit faire. Et quand c'est l'inversion des nœuds, ça veut dire que le nœud sud est sur le nœud nord et le nœud nord est sur le nœud sud. Ça veut dire que notre passé revient nous voir et vient peut-être nous embourber dans notre présent. Parce qu'en fait, on a quelque chose à faire, mais on a notre nœud sud, quelque chose du passé qui revient dans notre présent. Donc en général, l'inversion des nœuds est assez difficile, souvent. C'est pour ça que je dis que 46, que 9 ans, c'est pas facile. Et 46-47, qui est un miroir de ce passage du Rubicon, qui correspond à une inversion des nœuds, est en général assez mouvementée. Surtout qu'elle est dans la septaine difficile de Mars, qui se passe entre 42 et 49 ans. Dans 46-47, c'est assez mouvementé, en général, hein. Voilà. Donc il y a ce cycle. Et puis il y a le cycle de 29 ans, qui est le cycle de Saturne, donc qui a 29 ans. Donc les filles en général, même si Saturne revient pour tout le monde à 29 ans, le cycle de Saturne, les filles en général, il est plutôt à 26 ans. Les garçons, ils le font bien à 29 ans. Hein. Et ce cycle, évidemment, il revient 29 ans plus tard, on l'a à nouveau. Le retour de Saturne est toujours un moment très important aussi. Ce sont des moments qui sont des moments clés. Des moments clés. Et suite à tous ces cycles, et bien sûr, on étudie tous ces cycles dans les ateliers. Hein, donc, c'est beaucoup de choses, hein, qu'il faut ingurgiter, qu'il faut étudier. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que quand on fait sa biographie, on marque toutes les années à partir de sa naissance. On marque ce qui s'est passé dans le monde et on marque ce qui s'est passé pour nous. Et il y a des questions qui sont posées dans chaque septaine. Et même si on a l'impression qu'on se souvient de rien, les questions sont posées de telle façon que finalement, ça revient. Et de toute façon, la septaine, c'est un cheminement. Je veux dire, on ne peut pas dire que, même si nous, on l'a étalé sur 4 mois, on ne peut pas dire qu'au bout de 4 mois, les gens auront la totalité de leur vie à la conscience. C'est un processus qui va continuer après. Et donc, ils pourront toujours rajouter des choses après. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant parce que ça nous met au cœur de notre vie et au cœur de notre être. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et on s'aperçoit vraiment qu'on a un fil conducteur, qu'on a des rendez-vous dans notre vie. Et on s'aperçoit vraiment de choses que, par exemple, que l'on répète, des choses que l'on refait, qu'on devrait peut-être plus faire, ou des choses que l'on est appelé à faire. Là, quand on fait ça, on ne peut pas ne pas voir. C'est impossible. C'est impossible parce que les points sont sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Donc, on ne peut pas ne pas voir. Et donc, Mm. tout ce vécu sur 3 mois est inscrit dans un livre, n'est-ce pas? Une espèce de journal de bord que l'on illustre, que l'on décore, dans lequel Absolument. on écrit à la main notre histoire. Absolument. C'est très important de Oui, oui. raconter notre vie à la main pour Oui. qu'il y ait ce relais direct entre le cœur, l'esprit et le papier et que ça Oui. ne Que ce soit soit pas... la Ouais. volonté, parce que dans les membres, il y a la volonté. Il faut que ce soit la volonté qui imprime dans le papier cette vie, quoi. C'est très important d'utiliser des dessins, d'utiliser des photos, d'utiliser plein de choses pour illustrer euh, son ressenti. Ou des Quand- textures, des bouts de voilà, des tissu textures, parce qu'on rêches, rugueux. on a plein de choses et c'est important de faire appel à toutes les choses, d'être très créatif en fait. Mhm. Faire appel à tout, même des choses auxquelles on n'a pas pensé, de faire attention aussi à tous les signes qu'on a eus. Parce qu'on a toujours eu des signes. À un moment donné, dans notre vie, on a des signes qu'on ne veut pas voir, forcément. Et puis, c'est important aussi de connaître un tout petit peu l'astrologie à cause de ça. Parce que c'est important de savoir, par exemple, sa lune noire où elle est, de savoir ses nœuds lunaires où ils sont, de savoir, et puis de pas rater les grands rendez-vous. Parce que il y a des nœuds lunaires où qui se passe mieux. Parce que celui de 18 ans, bon, on est encore tout jeune, on vient de descendre des étoiles, donc on sait encore pas trop ce qu'on va faire de sa vie. Donc ça, à 18 ans, c'est normal.
à 37 ans, l'univers est encore relativement généreux si on n'a pas encore, si on est un petit peu sur une voie de garage et qu'on n'a pas vraiment trouvé son chemin, l'univers est encore sympa. Mais à 55, 56 ans, si vous ne savez pas trouver, vous pouvez en mourir hein, si vous vous trompez. Hein. Moi, j'ai des voisins qui en sont morts hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout alignés avec leur vie, quoi. Donc, vous pouvez attraper quelque chose. Après, si vous voulez, quand on est passé dans cette période après 42 ans, les retours des nœuds et les inversions des nœuds sont beaucoup plus, laissent beaucoup moins passer les choses parce que vous êtes censé vous individualiser et vous prendre en main. Et, et on peut en mourir sous quelle forme de maladie, justement, parce qu'on est Maladie, désaligné oui. par rapport avec notre légende personnelle, Oui. ou bien ça peut être un accident Ça qui peut être un t'emporte. accident, ça peut être. Moi, les deux cas que je connais, c'était deux maladies, des cancers foudroyants, très vite en fait, les deux. Mais c'était juste au moment de leur nœud lunaire, de retour des nœuds. Juste au moment, à 57 ans, les deux. Mhm. Au moment du retour des nœuds, parce qu'ils n'étaient pas du tout sur leur chemin, quoi. Ils avaient jamais voulu travailler sur eux. Ils étaient à côté de la plaque et donc c'était pas la peine qu'ils continuent c'était un peu comme s'ils étaient à côté de leur vie, quoi. Donc, l'une des manières les plus sages de prévenir toute forme de maladie, c'est de cheminer dans notre existence en conscience, en prenant conscience de tout ce qui se joue à tous les niveaux, au niveau des conditionnements, au niveau de nos héritages familiaux, au niveau du karma. Enfin, Oui, euh, oui. d'accord. C'est beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que la biographie, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ouais. Qu'il faut faire plusieurs séances et qu'il faut travailler entre les séances parce qu'en fait, effectivement, il faut un petit peu cadrer les gens pour après qu'il y ait des feedbacks, qu'on en parle, qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils ont dû comprendre pendant cette septaine et tout, c'est très important. Mais ils ont surtout une très grande importance de travail, où ils en sont dans ils doivent eux-mêmes beaucoup travailler par eux-mêmes. Voilà, donc c'est ça qui est important. Mm. Alors, tu dis qu'au-delà de 63 ans, l'individu est libéré de ses obligations karmiques, on y est vacances. Mais alors que devient le travail sur soi à partir de cet âge-là, finalement? Ouais, il est plus Et fort, c'est- il est encore plus fort qu'avant. C'est-à-dire que après, on est vraiment, on a vraiment une responsabilité. Après 63 ans, on a vraiment une responsabilité de sa vie. On est vraiment responsable plus, puisqu'on a passé Ah Saturne. ouais. Et donc là, on redescend dans la grande figure de la bassine cosmique. Je l'appelle la bassine cosmique. On redescend au centre et on fait l'expérience des deux septaines face à face. C'est-à-dire que, par exemple, dans la première septaine qui va de 63 à 70 ans, dans laquelle je suis, eh bien, on fait à la fois on récapitule à la fois son enfance 0,7 ans, mais aussi la septaine de Saturne, puisqu'elles sont face à face. Donc, on peut faire des liens. On est vraiment là, on est vraiment au centre entre les deux et on peut vraiment faire des liens. On peut comprendre que, par exemple, certaines maladies que l'on peut avoir entre 63 et 70 ans, c'est lié, par exemple, à des vaccinations qu'on a eues ou parce qu'on était trop shooté aux antibiotiques. Et donc, ça se répertorie, ça se répercute sur notre corps. Hein. Et on fait vraiment l'expérience des deux en même temps, quoi. On peut vraiment comprendre beaucoup de choses à ce moment-là. Et même quand on va plus loin, on récapitule presque les civilisations d'avant. On se rappelle presque de nos vies d'avant, après 63 ans, il y a des choses qui affleurent à notre conscience, qui appartenaient à nos vies d'avant, parce qu'on est déjà en train de partir, on est déjà un peu dans les étoiles. Il y a une partie de notre être qui est déjà dans les étoiles. Et on a déjà cette conscience d'où on vient. Et il y a quelque chose qui vient, qui est très très fort, mais il faut être à l'écoute, évidemment. Hein. Faut Donc, c'est pas... c'est- c'est vraiment le début d'un nouveau rapport au monde et à Absolument. l'invisible. Exactement, exactement. Et là, on a vraiment une mission à cet âge-là, qui est vraiment une mission de sagesse. Et c'est vrai que quand on voit les petits vieux qui sont pas sages du tout, normalement, il faut avoir une vieillesse lumineuse. Lumineuse, ça veut dire une vieillesse qui se transmet, qui, par tous les pores de sa peau transmet sa sagesse, cette Ça sagesse. veut dire quoi? Ça veut dire quoi avoir une vieillesse lumineuse? Est-ce que tu peux un petit peu Ben justement, développer? c'est une vieillesse lumineuse parce que on a tiré une très grande expérience de sa vie. On a
On a été capable de l'intérioriser, d'en faire quelque chose et de pouvoir la transmettre. Même quelquefois, il y a des, on voit, il y a des lieux qui, ils parlent même pas, mais leur présence, rien que le fait qu'ils soient là, apaise. Mhm. Il y a des seigneurs qui sont absolument adorables. Il y en a, ils sont turbulents comme tout. Ils sont même un petit peu méchants. Ils sont même, c'est ceux qui ont raté le virage de 42 ans là et qui ont voulu retourner et qui du coup deviennent très aigris et qui ont mal partout, qui sont toujours en train de râler, tout ça parce qu'en fait ils ont un peu raté le tournant des 42 ans là. Ils sont pas montés vers Ouais. l'esprit. Ils ont Donc ils sont raté le saut retournés. d'obstacle. Mhm. Voilà. Et donc, ils sont retournés dans les septèmes d'avant, Vénus, Mercure, et puis la Mhm. Lune. Et donc, ils sont un petit Ah peu ouais, un peu aigri, un peu aigri. aigris, voilà. Donc les personnes âgées qui sont épanouies, dont on recherche la compagnie, ce sont celles qui n'ont fait aucun refus d'obstacle, si j'ai bien compris, qui ont Exactement, passé. qui ont bien passé qui ont accepté en fait de Ah vieillir, ouais, qui ont intéressant. accepté de développer leur conscience, d'aimer, qui ont accepté de progresser dans ce sens-là et qui se sont vraiment bien détachés du plan physique et à pas vouloir se comporter comme des ados alors qu'ils n'ont plus l'âge de le faire. Parce que le problème, c'est qu'on a une société où les gens sont très ados encore, très très ados, même les vieux. Oui, Et puis c'est affreux, toute quoi. la publicité, les réseaux sociaux, tout tourne autour de rester jeune, rester dans Oui, la production. C'est sûr qu'on n'est pas aidé à aller chercher dans nos ressources de sagesse. c'est ça. Marie-Pascale Rémy, je propose qu'on aborde la deuxième partie de cet entretien qui tourne autour des dimensions spirituelles et des rencontres que nous faisons au niveau de ces dimensions. Tu as évoqué des rencontres importantes, notamment avec le principe du père. Oui. Comment ces rencontres intérieures influencent-elles notre destin terrestre? Alors, on fait trois rencontres, en fait, dans notre vie Mhm. régulières. Alors, enfin, il n'y en a qu'une qu'on fait qu'une seule fois, c'est celle du Père. Mais toutes les nuits, on rencontre ce qu'on appelle parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on les rencontre. Le Saint-Esprit, on le rencontre toutes les nuits. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est l'ange gardien. Et toutes les nuits, on rencontre notre ange gardien. On n'en est pas conscient, c'est bien dommage, mais on le rencontre toutes les nuits. Et donc, l'ange nous impulse dans notre sommeil profond, alors c'est un sommeil sans rêve, hein, donc c'est un sommeil très profond. C'est à ce moment-là qu'on rencontre notre ange et il nous impulse des énergies qui sont en rapport avec l'époque que l'on traverse, en rapport avec ce qu'on doit développer par rapport à notre karma, et il nous l'impulse à dose homéopathique. Alors évidemment, on ne le sait pas, mais on peut dire que chaque matin quand on se réveille, on n'est pas comme la veille, on est différent, hein, parce qu'on a eu cette rencontre. Alors c'est ce qu'on appelle la rencontre avec l'Esprit Saint. On fait la rencontre avec le Fils une fois par an, au moment de Noël. Ouais. Pendant la nuit de Noël, on rencontre le Fils. Et donc, c'est les nuits saintes, les fameuses nuits saintes dont je parle souvent. C'est une nuit qui est très importante, parce que bon, c'est la nuit de Noël, c'est la nuit de la naissance de l'enfant Jésus, mais c'est aussi là qu'on rencontre le Fils, hein, le principe du Fils. Et on le rencontre qu'une fois par an. Et Qu'est-ce que on c'est que le rencontre, principe du Fils alors? c'est le principe du Christ. Oui, Donc, c'est-à-dire quand on le c'est rencontre, qu'est-ce que l'amour. ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on rencontre une entité qui est plus élevée que l'ange, qui est plus élevée que l'ange, hein. On rencontre le Christ dans cette nuit-là. Donc, pas seulement l'enfant Jésus, l'innocence de l'enfant Jésus, mais on rencontre aussi le principe du Christ, qui est le principe solaire, le principe de l'amour que l'on rencontre, le principe de la liberté et de l'amour que l'on Voilà, rencontre dans cette nuit-là. c'est ça. Donc, tu veux dire que lorsque nous sommes dans cette ouverture et dans cette prise de conscience que à cette époque-là de l'année, nous pouvons faire cette rencontre avec le Fils, Oui, se réactive en nous cet appel pour exprimer dans cette existence ce mariage entre l'amour et la liberté? exactement, exactement. En plus, ça nous donne une impulsion. On reçoit une impulsion. Alors évidemment, ça se passe toujours au niveau inconscient, mais on la reçoit quand même. On la reçoit quand même, puisque en fait, ça se passe toujours dans le sommeil profond, sans rêve, hein. Mais, Donc, mais encore une fois, à condition qu'on soit en recherche de cette rencontre, ou bien absolument.
Oui. Ah non, elle se passe quoi qu'il arrive. Elle se passe Ah, quoi se qu'il arrive passe pendant quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive, sauf elle reste inconsciente. Ah, d'accord, elle reste inconsciente. Ok. Après, on peut la conscientiser en se disant, bon, ben, cette nuit, je vais rencontrer mon ange gardien, je vais lui demander son nom, moi, ce que j'ai fait, et j'ai fini par obtenir son nom. Mais après, on peut avant de s'endormir, demander à avoir un souvenir conscient. En général, ce souvenir conscient, on l'a le matin quand on se réveille. Au moment du réveil, on est encore entre deux eaux et on a des souvenirs qui reviennent, qui correspondent à cette rencontre dont on veut se souvenir. Et c'est pareil pour la rencontre avec le fils. On peut demander à se souvenir de cette rencontre qu'on va faire cette nuit, qu'on fait une fois par an. Et puis, il y a la rencontre avec le père, qu'on fait une fois par Voilà. an, une fois dans sa vie. On l'a fait dans la septaine 28-35 ans, là où on est le plus incarné. Cette septaine 28-35 ans, c'est sans doute la plus importante, puisque c'est le pivot. C'est le pivot de notre vie. C'est celui qui n'a pas de miroir et qui porte les deux, qui est en bas, tout à fait au bout. Quand Rappelle on a incarné au maximum, le fond de la bassine. on la bassine. Alors souvent, entre 28 et 35 ans, on est très en forme physiquement. On est on est au sommet de notre force. On a la pêche, il n'y a pas de problème. On est beau, tout se passe bien, quoi. Sauf que au niveau psychique, on est au fond de la bassine. Au fond du bac. Ah, c'est pour ça qu'on parle d'être au fond du bac. Oui, on est au fond de la bassine. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 28 ans, on est chargé de toute l'énergie qu'on a rapportée des étoiles. Pendant qu'on se réincarne, hein, on est encore rempli, mais rempli à ras-bord de tout l'amour, de toute la liberté, de tout ce qu'on a reçu dans les étoiles. Et ce paquet-là, qui est merveilleux, qui nous a porté pour nous incarner, parce que c'est quand même difficile de s'incarner, qui nous a porté, qui fait que tout arrivait comme ça spontanément sans qu'on ait spécialement d'efforts à faire, eh bien, ça se termine à 28 ans, au moment du retour de Saturne. C'est un moment-là qu'on doit prendre notre responsabilité et qu'on doit repartir. Et à ce moment-là, entre 28 et 35 ans, la plupart des gens ne le savent pas, mais il y a un moment de déprime extrêmement fort. C'est comme si on touchait le fond, il fallait qu'on donne un coup de pied pour remonter, se porter par nous-mêmes. On est obligé de se porter par nous-mêmes à ce moment-là. Et donc c'est là qu'il y a souvent des accidents de voiture, qu'il y a souvent des rencontres avec la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi j'ai eu mon accident de voiture pendant cette période, par exemple. Parce en fait, on est au bout du rouleau psychiquement. Pas physiquement, mais psychiquement. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte, hein, parce qu'ils sont tellement portés par des forces de vie qu'ils ne se rendent même pas compte que psychiquement, ils sont au bout du rouleau. Il faut qu'ils se prennent en main. C'est là où il faut se prendre en main. C'est le retour de Saturne. Et donc, ils doivent se prendre en main. Et c'est là que, quelque part, on fait la rencontre avec le Père. C'est-à-dire que le Père va nous dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie là maintenant? Est-ce que ta vie, tu veux l'utiliser pour toi égoïstement, puis t'éclater, puis voilà, puis rien à foutre de reste? Ou est-ce que tu veux te mettre au service des autres? Alors, c'est une question qui est portée totalement, qui est posée totalement inconsciemment, que personne n'entend. C'est la rencontre avec le Père, c'est la question du Père. Et en général, on fait un choix. Entre 28 et 35 ans, on a fait un choix inconscient. Est-ce que je remonte vers la lumière ou est-ce que je me crispe vers l'obscurité? Et ce choix se fait entre 28 et 35 ans. C'est un choix qui est très important. Et c'est pour ça que c'est une septaine qui est capitale. Cette septaine-là, elle est capitale. C'est là aussi qu'il y a, il se passe aussi des choses très importantes entre 28 et 35 ans. Euh, il y a cette rencontre déjà avec le père qui est vraiment Mais capitale. est-ce qu'on peut manquer ces rendez-vous avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit Absolument, les gens les ratent tout le temps. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on ne les reconnaît pas, si on loupe ces rendez-vous Pas peut-être. rien, il se passe rien, il se passe que bon, ben, ça sera pour la vie suivante, quoi. Il se passe rien, simplement, euh, en fait, c'est là, c'est dans cette cinquième époque, en fait, que repose sur comment on va préparer notre vieillesse. En fait, c'est là que ça se passe, dans cette cinquième époque, entre 28 et 35 ans.
selon ce qu'on fait entre 28 et 35 ans et selon l'attitude psychologique que l'on a, on se conditionne notre vieillesse. Ah, waouh. À cette époque, on peut engendrer le bien ou le mal pour tout le restant de sa vie. En fait, durant les premières périodes, on peut faire beaucoup pour l'éducation en fonction de ces lois. Mais à partir de la cinquième période, puisque là c'est la cinquième septaine, à 28-35 ans, ça correspond à la cinquième septaine, là il y a un tournant qui intervient, qui est très important qui est décisif pour le reste de l'existence. Et on peut corriger le tir si, imaginons Quand que, on a pris conscience, on peut corriger le tir après. voilà, t'es Mais si on ne d'accord? prend pas conscience, Ouais. c'est vraiment là qu'il y a ces points de bascule. C'est vrai qu'on le voit dans la bascule, dans la bassine. Ah C'est ben, vraiment un point de bascule. Un mhm. point de bascule qui est vraiment. Et il y a une décision qu'on prend à ce moment-là, au fond de notre cœur, dont on n'est pas conscient. La plupart du temps, moi j'en suis conscient parce que j'ai eu mon accident de voiture. Donc là, évidemment, là, le père, je l'ai rencontré, là, c'est sûr, je m'en souviens. Mais il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs des expériences de mort imminente ou des accidents très graves pendant cette septaine. Et qui fait que, du coup, ils voient leur vie d'une façon différente. Ils font quelque chose que normalement, s'ils n'avaient pas eu ce problème, ils n'auraient peut-être pas fait. Donc, parce que c'est le moment où on est le plus incarné. C'est vraiment le moment où on est le plus incarné. Et on nous dit, quelque part, on nous dit, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie là maintenant? Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu veux en faire de ta vie. Parce qu'on est au fond, on a plus d'énergie, on n'a plus l'énergie spirituelle, on l'a plus. On a vidé le siphon, on n'a plus d'essence là, on n'a plus d'essence. Marie-Pascale Rémy, d'où vient cet appel pour l'altruisme, cet appel inné en l'homme pour se tourner vers l'autre? Parce que finalement, on pourrait très bien être des êtres par essence égoïstes, mais tu as l'air de dire qu'au fil des âges, une fois qu'on a enlevé nos couches d'oignons et qu'on a enlevé nos conditionnements, qu'on a fait ce vrai ménage en soi, il se trouve que on aspire naturellement à rendre service et à se tourner vers l'autre. D'où vient cet appel pour le service? Ça vient du moi, en fait, c'est le moi. C'est celui qui à la fois nous individualise, celui qui nous permet d'avoir conscience de nous-mêmes en tant qu'être individuel, mais ce moi, il ne peut pas vivre sans l'autre. Il ne peut pas se concevoir sans l'autre. Il sait qu'il est lui, mais il sait aussi qu'il est l'autre. Ça, c'est quand on a un moi qui est bien développé. Parce qu'au début, on a un moi qui est mal développé et qui tourne à l'ego, qui tombe à l'ego. On pense qu'à soi. Mais quand on vieillit et qu'on est de plus en plus conscient et qu'on développe bien cette conscience de soi, le moi, il devient de plus en plus ouvert vers l'autre. Quand il ne s'ouvre pas, c'est parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment travaillé sur soi et on est resté coincé dans son ego, quoi. Oui, mais le moi, il pourrait parfaitement vampiriser quelqu'un. Non, mais c'est pas le moi, ça. Ah, c'est pas le moi, ça. Non, le moi, il est lié au Christ, le moi. Le moi, c'est le porteur du Christ. Ah, c'est le moi avec un grand M, c'est le moi C'est supérieur. ça, c'est pas l'ego, c'est pas Oui, l'ego dont pas je le parle. petit moi, d'accord. L'ego, c'est la personne, enfin, parce que j'aime pas parler de ce mot d'ego parce qu'il est mal interprété souvent. En fait, l'ego, c'est la personnalité. La personnalité qu'on a, celle que tu as là, celle que moi j'ai, c'est notre personnalité, ça. Et donc, cette personnalité, c'est ce qu'on appelle l'ego aussi. Mais elle n'est pas forcément méchante, elle est ni méchante, ni bonne, ni mauvaise. C'est notre personnalité qu'on a dans cette vie. Sauf que cette personnalité, elle est reliée à un moi supérieur. Et on est plus ou moins bien relié. Et donc, quand on est bien relié, on peut considérer que notre moi, on peut l'écrire avec un moi majuscule parce qu'on est bien relié à notre moi supérieur. On n'est encore pas notre moi supérieur parce que notre moi supérieur, il plane autour de nous pour l'instant. Il n'est pas encore incarné physiquement, mais il est autour de nous. Et on est plus ou moins connecté à ça. Et ce moi-là, il est altruiste. Ce moi-là ne saurait pas se concevoir sans l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de noce avec le Christ, finalement, qui fait que nous nous tournons vers l'autre? Oui, absolument, absolument. On peut ressentir ça. En fait, c'est le problème de l'altruisme, c'est que il faut quand même avoir un moi bien développé. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire qu'ils se mettent au service des autres, mais ils ne se connaissent pas. Et qui se sacrifient pour les autres. Ils disent, ouais, quand je pense que tout ce que j'ai fait pour toi, je C'est me suis ça. sacrifié pour toi et tout ça. Et ça, c'est
pas le vrai altruisme. Le vrai altruisme, c'est quelque chose d'un petit peu plus élevé que ça. Et donc, il y a beaucoup de confusion. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le mot d'altruisme, parce que il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sont très altruistes, alors qu'en fait, ils ne le sont pas vraiment. Ils sont plus au service d'eux-mêmes, finalement, à travers leur altruisme. C'est Et ça, ça en demande de se vampirisant connaître. les énergies des autres et en se donnant bonne conscience. Exactement. Et ça, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il faut avoir une certaine subtilité pour comprendre la différence. L'altruisme, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui est naturel et qui ne demande pas forcément de retour. C'est parce que l'autre, c'est nous. Ah. L'autre, c'est nous. Donc, on va pas faire. Voilà, c'est quelque chose de spontané, de naturel. Et on va pas après reprocher aux autres de lui avoir, à l'autre de lui avoir rendu service parce que c'était pas notre intention. C'était simplement parce qu'on était là et qu'on l'a fait, quoi. Donc, c'est compliqué à expliquer. Il faut que les gens puissent le comprendre. Mais je suppose qu'on a Ok. des auditeurs qui vont le comprendre. Alors, en dernière partie de notre rencontre, tu nous invites, nous allons parler d'exercices pratiques et tu nous proposes ou tu nous invites à réfléchir dans ces exercices pratiques à trois personnes marquantes de notre vie. Pourquoi est-ce que c'est un exercice si essentiel dans le travail biographique? Eh bien, parce qu'en fait, notre vie, elle se déroule en fonction de nos rencontres. C'est-à-dire que la vie qui s'est déroulée, elle n'aurait pas été comme elle est si on n'avait pas rencontré les personnes qu'on a rencontrées. Donc, c'est pour ça que c'était extrêmement important de savoir, par exemple, pour moi, c'est très caractéristique, c'est presque drôle parce que j'ai la partie descendante qui était liée à quelqu'un, après la partie du milieu à quelqu'un d'autre, et la partie de remontée, elle est liée à quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai vraiment les trois parties. J'ai trois personnes qui correspondent à mes trois parties de vie. Ah Mais bon. c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour tout le monde. Donc, en fait, il faut savoir quand on étudie une série de sept thèmes, quelle était la personne principale qui a finalement guidé cette partie-là, qui nous a permis d'accomplir cette partie. Après, plus tard, quelle est la personne? Parce que souvent, quand même, nos relations changent. Ou aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'avant, on gardait toute notre vie avec souvent le même compagnon, la même compagne. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et puis, même si on garde le même compagnon ou la même compagne, on peut s'apercevoir que selon les moments de notre vie, on n'a pas les mêmes personnes qui sont présentes. Et ce Mhm. n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça correspond. On a besoin de rencontrer ces personnes pour pouvoir accomplir notre destin, notre karma. On doit les rencontrer. C'est important. Et justement, Steiner expliquait qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de problèmes au niveau du karma parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne rencontrent pas les gens qu'ils devraient rencontrer. Parce qu'en fait, il y a une espèce de mélange, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a des forces obscures qui interviennent et qui empêchent que les Qui, gens, ces gens qui doivent qui brouille rencontrer. les pistes, qui brouille les forces, qui Voilà, brouille qui brouille les les pistes. forces. Alors, Mhm. donc, c'est très important de se relier, entre autres, à son ange, à cet Esprit Saint qu'on rencontre toutes les nuits, pour lui demander de faire les rencontres qui vont vraiment qui sont indispensables que l'on fasse pour que notre destin puisse s'accomplir en bonne et due forme. Donc, Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même des gens, je pense que quand les gens travaillent sur eux, forcément, ils rencontrent les gens qu'ils doivent rencontrer. Hein. Mais c'est vrai pour tous les gens qui ne sont pas conscients, qui font ça comme ça, ils ne rencontrent pas forcément les gens qu'ils doivent rencontrer. Et c'est très important parce que si vous ne rencontrez pas ces gens, eh ben, votre dessin ne peut pas s'accomplir. Votre biographie telle qu'elle doit s'accomplir ne peut pas s'accomplir parce que c'est la rencontre qui vous permet de faire les choses. donc tous les Voilà. soirs, si on veut se réaligner sur des rencontres qui sont bonnes pour nous, on peut invoquer notre ange gardien en lui demandant de nous remettre sur les rails des rencontres les plus justes et les plus hautes pour la pleine réalisation de notre destinée. Exactement, exactement. Et il ne faut pas croire que ce sera forcément des gens agréables qu'on va rencontrer. Hein, parce que quelquefois dans notre destin, on doit rencontrer des gens qui ne sont pas forcément agréables, mais il faut s'ouvrir, faut avoir confiance. Mhm. Parce que c'est important que l'on puisse accomplir notre destinée, notre biographie. Et donc c'est vraiment, cette biographie, elle repose vraiment sur nos rencontres. C'est pour ça que dans les ateliers, il y a toujours une espèce de gratitude ou une espèce de prière ou même des petites bougies qu'on met pour remercier les gens qu'on a rencontrés, même si ça s'est mal terminé, même si finalement on peut plus se voir en peinture.
on les remercie quand même parce que enfin, c'est grâce à eux qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Et qu'on a pu faire des ajustements et se Exactement, perfectionner. exactement. Il y a une espèce de mise à plat de tout, quoi. Mm. Tu sembles dire que, et c'est très très motivant, que le travail biographique peut devenir une pratique majeure de connaissance de soi pour l'avenir, et même nous pourrions ainsi participer à faire advenir sur Terre une nouvelle humanité consciente qui elle-même préparerait le terrain d'une forme de paradis ici-bas. Est-ce qu'on peut parler de l'importance du travail biographique pour préparer cette nouvelle humanité? Oui, absolument. Ben, c'est-à-dire, en tout cas, on prépare notre mort, ce qui est quand même super, parce que Oui. on passe quand même beaucoup plus de temps de l'autre côté que sur Terre, hein. Les gens, on est tellement pris par les forces matérialistes qu'on ne se rend pas du tout compte. On passe beaucoup plus de temps dans les étoiles que sur Terre. Donc, c'est important de préparer notre séjour de l'autre côté, parce qu'en fait, si on n'a rien préparé, eh bien, on voit rien de l'autre côté. Ça me fait Mhm. toujours sourire les gens qui disent, ah ben, de toute façon, je verrai bien quand je serai mort. Ben non, si tu n'as pas préparé ta mort, tu verras rien de l'autre côté. Tu vas dormir, c'est tout ce qui va se passer. Il ne va rien se passer. Tu ne vas pas rencontrer ton ange, tu ne vas pas rencontrer l'archange, tu ne vas pas rencontrer l'arché, tu ne vas pas rencontrer les êtres spirituels, parce qu'en fait, tu n'y auras jamais pensé sur Terre. En fait, sa mort, et ce qu'on va faire dans les étoiles, ça se prépare sur Terre. C'est parce qu'on se donne la force, on se donne la motivation de conceptualiser les entités spirituelles, de penser à ces différentes sphères spirituelles et que de l'autre côté, eh bien, on sera conscient de ça. Alors que si on n'y a jamais pensé, on n'en sera pas conscient, donc on verra rien. Donc c'est très important, cette biographie, puisqu'en fait, c'est comme si on préparait son voyage dans les étoiles et qu'on préparait aussi sa vie suivante. On prépare sa vie suivante aussi. Alors forcément, quand on fait ça, ça va forcément faire que sur Terre, la vie sera un peu plus supportable, forcément. Hein. J'ai On quelques connaissances. transformera jamais la Terre en... Attention, on transformera jamais la Terre en paradis, c'est pas possible. Hein. Mais Pardon? par contre, on transformera jamais la Terre en paradis, c'est pas possible et c'est pas sa destination. Mais on peut par contre aplanir les difficultés. C'est quoi la destination de la Terre? Ah bah elle est destinée à disparaître. Ah, Non, elle est destinée à devenir, à se réincarner en devenant le futur Jupiter. Elle n'est pas, son aspect matériel, minéral tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas destiné à durer ad vitam aeternam. Enfin, on en a encore pour un moment, que les auditeurs se d'accord. tranquillisent. C'est pas la fin du monde encore. On a largement le temps. On va se réincarner encore quelques fois avant que la Terre disparaisse. Mais ce n'est pas sa destination finale. Même si, par ailleurs, Harriman Satan veut nous faire croire que nous sommes destinés à rester définitivement sur la Terre. Voilà. Mm. Mais non, ce Oui. n'est pas la destination finale. Mm. Euh, j'ai plusieurs connaissances qui me disent régulièrement, ah non, de toute façon, moi, je ne veux plus me réincarner, je sais que c'est ma dernière vie, je ne reviendrai plus sur Terre. Mais ça, au final, ça ne se décide pas, si j'ai bien compris. Absolument pas. Et puis en plus, c'est un point de vue totalement terrestre, parce que de l'autre côté, on est très content de se réincarner. Parce qu'on n'a pas du tout la contrainte que l'on a sur Terre. C'est vrai qu'une fois qu'on est sur Terre, on a, par exemple, de l'autre côté dans les étoiles, on peut décider, parce que karmiquement, on en a besoin, de décider de naître handicapé. Et c'est un choix qu'on a fait. Parce qu'en fait, on en a besoin pour notre évolution. Alors c'est très dur d'entendre ça, je comprends, mais je comprends, hein, je sais que c'est des choses qu'il faut dire avec prudence, mais on choisit parce qu'en fait, on en a besoin. Et c'est vrai que quand on arrive sur Terre, c'est pas la même chanson. Parce qu'on dit, oh là là, mais attends, j'étais fou de choisir ça. On comprend pas, parce qu'effectivement, de l'autre côté, on est un être cosmique, on est gigantesque, on touche toutes les étoiles, on n'a pas de limite. On est un être infini, on est immense, on est gigantesque, on n'est pas du tout la petite fourmi qu'on est là coincée dans un corps. Ça n'a rien à voir. Donc, les décisions qu'on peut prendre de l'autre côté n'ont strictement rien à voir avec leur application sur Terre. Et souvent, on se dit, ouh là là, c'est un peu violent quand même la différence. Mais, Donc, les gens qui ne veulent pas se réincarner, en général, c'est parce qu'en fait, ils sont dans leur corps. Mais de l'autre côté, ils seront très contents de se réincarner. Ils voudront se réincarner. Parce qu'en fait, on ne peut se développer spirituellement et grandir et croître et évoluer que parce qu'on s'incarne. Parce que de l'autre côté, on ne peut plus évoluer.
C'est l'incarnation qui nous... C'est l'école. La C'est Terre, le c'est l'école. frottement avec la matière qui nous permet d'évoluer. Sinon, Exactement. de l'autre côté, on stagne. De l'autre côté, on ne fait que, comment dire, que remixer, remélanger ce qu'on a apporté de notre expérience sur Terre. On ne fait que... C'est comme si on arrivait de l'autre côté avec nos ingrédients pour faire une cuisine, pour faire la cuisine, par exemple, mais on ne peut pas rajouter d'autres ingrédients que ce qu'on apporte. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Et on voudra se réincarner parce qu'il y a des choses qui vont manquer. Donc, c'est un grand Donc, privilège de s'incarner, quelle c'est un que grand soit la privilège. difficulté de notre existence. Exactement, on devrait au contraire remercier, être heureux d'avoir un corps, considérer que c'est une bénédiction du ciel. Quand on voit tous les avortements qu'ils font aujourd'hui, c'est terrifiant. Parce que ces âmes, elles se sont préparées depuis très longtemps pour venir, et puis voilà, on les iguille. Donc ça veut dire qu'elles sont obligées de repartir dans un tout autre cycle. C'est terrifiant parce qu'en fait, c'est une grâce du ciel de s'incarner, c'est une grâce du ciel. Mais c'est vrai que on ne voit pas les choses pareilles quand on est incarné, hein, bien sûr, je Bon, comprends. sauf quand l'enfant est issu d'un viol. Oui, mais là, de toute façon, je n'ai pas de jugement là-dessus. J'explique simplement le processus spirituel. D'accord. Après, c'est quand même très long pour s'incarner, c'est très très long. Et donc, c'est tout un processus, parce qu'on choisit nos parents bien avant même qu'ils soient nés. Donc, c'est un truc qui dure très très longtemps. Donc, c'est extrêmement compliqué d'interrompre la vie. Après, évidemment, il y a tout un tas de cas de figure qui peuvent, on peut penser que c'est justifié. Moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Je ne vais certainement pas juger ça. J'explique simplement le processus et comment ça se passe. Après, d'un point de vue spirituel, c'est pas du tout la même chose que du point de vue physique. Il y a une très grosse différence entre la matière et le spirituel. C'est pas du tout le même ressenti, le même vécu. Donc, ce qui peut être vécu par une âme comme un parcours du combattant dans cette vie est peut-être une grâce sur le plan spirituel. Exactement, exactement. Alors évidemment, c'est facile à dire quand on en parle et comme ça, on n'est pas directement concerné, et je Ouais. comprends tout à fait. Je ne veux pas, j'ai pas du tout de jugement, je comprends tout à fait, mais il n'empêche que c'est une réalité spirituelle, donc on ne peut pas aller contre. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Mm, mm. Mais peut-être que lorsqu'on ne résiste pas à l'épreuve qui est la nôtre, alors peut advenir le cadeau, peut advenir Absolument. quelque chose de plus doux à Mm. vivre. Je pense que c'est la résistance à notre situation, soit de handicap, soit de maladie, soit de deuil, qui fait que nous vivions mal cette existence. Mais peut-être que ce passage par l'acceptation permet de nous faire savourer dans ce vécu le cadeau derrière l'épreuve. Oui, mais en plus, bon, les gens n'aiment pas entendre ça parce qu'évidemment, c'est un credo extrêmement chrétien. La souffrance est quelque chose qui nous fait Mhm. terriblement évoluer, parce qu'en fait, même si c'est dans cette vie-là, par exemple, on a une maladie très grave, on va se battre contre elle, eh ben, on obtient des forces que qu'on n'aurait pas eu autrement, parce que le fait de lutter contre la maladie, même si c'est pas forcément un processus tout à fait conscient, on développe des forces qui sont extrêmement puissantes, qui fait que dans la vie suivante, on va être. Mais peut-être que on va peut-être s'en sortir dans cette vie. On aura développé, mais peut-être qu'on va mourir. Mais à la limite, c'est pas grave. Qu'on s'en sorte ou qu'on en meure, on a développé des forces qui vont être très fructueuses dans la vie suivante. Alors évidemment, les gens, s'ils ne croient pas à la réincarnation, c'est ce que je dis, évidemment, ils se disent, elle est folle, elle est cinglée, faut appeler l'ambulance, quoi. Oui, ils n'auraient pas écouté cette émission jusqu'à la fin. Donc, Mais dernière question, ce travail biographique pourrait bien être un rempart contre la déshumanisation de notre époque, et si oui, de quelle manière? ah bah oui, c'est sûr que c'est un travail spirituel qui est extrêmement puissant. Les gens qui le font en général après, ils sont plus jamais comme avant, hein. C'est pas un travail qui est anodin. C'est pas simplement méditer sur la lumière ou méditer sur. Là, on médite sur soi-même. Et donc, on rencontre plein de choses. On rencontre des choses qui sont pas agréables parce que évidemment, pour tout le monde, c'est la même chose. Mais on a aussi des choses, des compréhensions qui sont mais extrêmement libératrices, qui nous libèrent, mais d'une façon incroyable, qui sont très fortes, hein, très très fortes, et surtout,
on comprend pourquoi on est incarné là maintenant précisément, pourquoi on a choisi de s'incarner maintenant, pourquoi on a choisi ces parents-là, euh, pourquoi on a vécu telle chose. Enfin, il y a une espèce de réconciliation totale avec sa vie, et ça c'est extraordinaire parce que c'est tellement important au moment de mourir d'être en accord, d'avoir été en accord avec sa vie. Pour Ouais. ça, c'est si important de faire cette biographie parce que ça nous met en accord avec ce qu'on a vécu. On est d'accord avec ce qu'on a vécu. Et donc, de l'autre côté, forcément, on a donc un sentiment de gratitude. Et de l'autre côté, forcément, cette gratitude, c'est une force qui nous propulse tout de suite vers le soleil quasiment. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cette gratitude est un élément fondamental, en fait, hein, qui est à l'opposé de la nature luciférienne. Lucifer n'est pas du tout dans la gratitude. Il est toujours plutôt dans la victime et dans le fait de réclamer aux autres ce que son but, ou de dire que bon, cette vie de merde, il ne veut plus en entendre parler ou des choses comme ça. Alors que quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans le contre-pied de Lucifer. C'est-à-dire que là, vous faites barrage en fait à cette force. Vous êtes dans le contre-pied de la victimisation, dans le contre-pied du râlage, dans le contre-pied, vous êtes dans la gratitude, vous êtes d'accord. Et c'est pas forcé, parce qu'en fait, vous avez étudié toute votre vie, et donc vous savez de quoi vous parlez. Vous avez une grande expérience en fait de ce que vous parlez. C'est pas une gratitude comme ça, parce qu'aujourd'hui vous êtes de bonne humeur et vous avez envie d'exprimer la gratitude. Non, non, c'est vraiment quelque chose de très profond qui vous met en accord avec toute votre vie. Ça vaut de l'or en barre, parce que c'est extraordinaire ça, d'être en accord Merci. avec sa vie. Merci Marie-Pascale Rémy. On va conclure sur cet or en barre que nous souhaitons offrir aux participants de cet atelier que nous allons délivrer ensemble à partir du mois de septembre. Alors, le premier groupe est déjà complet. On est 7 ou 8 maximum. C'est des tout petits groupes parce que c'est un travail qui se fait en profondeur. Donc, le premier groupe est déjà complet. Mais nous venons, à la demande de beaucoup, nous venons d'ouvrir un deuxième groupe qui démarre le dimanche 7 septembre. Le premier groupe, ça sera donc à partir du 6 septembre. Non, si j'ai bien. Non, il y aura une conférence le vendredi. Non, Oui, je ferai une conférence j'ai pour donné une conférence en Suisse, à Aubonne, le vendredi. Bon, je vais donner les dates en description. c'est ça. Le, le 5 septembre, je crois. Oui, c'est le 5 Samedi septembre. Et 6 puis on commence septembre, le samedi. Et on le démarre samedi, on avec le commence le groupe premier numéro atelier. 1. Et le Voilà. dimanche, deuxième groupe. Et après, c'est donc 2 fois par mois, 3 heures, 2 fois par mois jusqu'à Noël. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fera de toute façon, qui est très, très, très porteur. Et je souhaite vraiment que les gens apprécient comme moi j'ai pu apprécier quand j'ai découvert ce travail. Et donc, voilà, j'espère vraiment que les gens Je vont donnerai vraiment. toutes les informations dans la description de cette vidéo. Voilà. En tout cas, je me réjouis beaucoup de vivre cette aventure avec toi, dans ta bienveillance et dans ta sagesse, dans ton expérience unique. Je te remercie infiniment de ta confiance et de nous faire partager ton savoir avec Planète Vagabonde. Merci Marie-Pascale Rémy. Merci aux Et tu as auditeurs. des Merci, actualités? Tu as des actualités peut-être à partager avant de oui, ben moi j'ai une prendre l'antenne. conférence jeudi prochain. J'ai fait une conférence sur la seconde naissance jeudi prochain, mais à Paris. Voilà, donc pour l'instant, c'est le dernier événement. J'aurai encore une conférence sans doute en juin. Je n'ai encore pas fixé la date. Mais en tout cas, la prochaine conférence, c'est jeudi prochain. Je fais sur le mystère marial et la seconde naissance. Voilà, ouais, le 15 15 mai. juin, 15 mai. Donc, on peut trouver toutes ces informations sur ton site Voilà, sur mon mariepascalerémy.com. site et sur mon Facebook. Voilà. D'accord. Génial. Merci À beaucoup, bientôt à beaucoup. tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Alors, attends, tu restes avec moi. J'arrête l'enregistrement.